Avertissement. L'émission qui suit comporte des propos et des informations de sources douteuses, véhiculées par des personnages tout aussi douteux, dont l'accoutrement fait honneur à leur comportement. C'est sérieux, de rien de quoi ils ont l'air de... Oui. Si vous êtes malencontreusement offensé par un ou plusieurs propos des geeks qui contre-attaquent, ce serait un peu comme se choquer après un bébé chien avec les gens encore collés qui vient vomir sur votre soulier. C'est pas... C'est cute, un bébé chien. En direct des entrailles de CKRL, voici les geeks contre-attaquent! Alors, suis-je là? Ben oui. M'entends-je? M'entends-je? Que dis-je? Ah, tabarouette. Non, tu Mes n'es plus écouteurs dans étaient l'éther. complètement fermés. J'entendais pas. Je pensais que mon micro avait un problème. Faut que tu t'ouvres. Eric, Faut que je ouvre-toi. m'ouvre. Ouvre-toi, Eric, ouvre-toi. Samedi le 23 novembre 2019. Malaise. Bienvenue à cette introduction lamentable et à cette nouvelle édition des Geeks contre-attaque. Mon nom est Éric Lajoie. Je serai avec vous pour 2 heures, parce que oui, ça dure 2 heures maintenant, c'est encore cool. J'en reviens pas encore. Donc, voilà. Et je ne ferai pas le show nous seul. fait confiance, ça n'a pas Oui. de sens. Ça fait 8 ans qu'on est là, à un moment donné, il faut bien qu'il... Hein? D'ailleurs, parlant de notre 8 ans, on a une petite nouvelle de fun à vous jaser tout à l'heure là-dessus. Je vais starter les actualités avec ça, parce que c'est un petit chanteur de la fun. Mais bon, tout d'abord, on va commencer par celui qui va remplacer Conan aujourd'hui. Car dans son siège, Ah non, mais parce que tu vois, t'amènes également beaucoup de pilosité, mais au lieu d'être dans la barbe, c'est dans les cheveux. yeah! Alors, le très chevelu, Phil Jacques, salut. Salut tout le monde! Ensuite, à ma gauche, le sublime, extraordinaire, sensuel, magnétique, Stéphane Goulet. Yes, salut. D'Arcade Québec, bien sûr. T'as mis le gilet qu'on t'a donné. Oui, yes, donc le gilet de Pew Pew Pew. Chronique laser. Yes, est-ce que tu l'approches, la chronique laser? J'aimerais ça qu'on puisse... Chronique peut-être laser de juste pour- shirt. Yes. Mikey, si tu l'approches, j'aimerais ça qu'on puisse torturer les auditeurs encore une fois cette semaine avec ce bijou de Avec radio plaisir. qui me définit. Oh là là. Chronique laser! Piou, 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 piou! Piou, 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 piou! Piou, piou! Tu m'entends rire, t'entends les gens rire derrière, Oui. et on rit par-dessus. Oui. Je pense que c'est Donc, Virginie qui rit par-dessus. C'est vrai, oui, c'est vrai. Ouais, Donc, ouais. merveilleux. Je me souvenais pas. Elle était en studio à ce moment-là. Oui, Oui, c'est oui. ça. Donc, salut. Elle est pas revenue Virginie. depuis, hein. Non, c'est sûr. Elle Ouais. était complètement traumatisée. Je veux pas faire une corrélation, mais je viens de la faire. Et à la mise en onde, Mikey G. Ah, c'est ça. L'autre, il est pilosité extrême. L'autre, il est sensuel magnétique. Puis moi, c'est juste mon nom. Ben, hey, ça veut dire que t'as pas besoin d'artifice, man. Hein? La seule mention de ton nom évoque tous les compliments qu'on peut faire à quelqu'un. Oh yeah. Oh, Éric Hey, Lajoie, patineur de haut niveau. Hein? J'ai fait un voyage en Asie cette semaine. OK? Je me suis fait arrêter pour crime haineux. En Asie. Ah. Pour apprécier les meilleures sources d'informations, vous devez vous exposer au pire. Voici les Geektualités. Ça, c'est l'équivalent humoristique de piler en pied de bas dans une mort humide. Tu sais, c'est comme... Ah. Dans un pipi de chien dans une cuisine. Ouais, Histoire c'est ça, vécue ouais. aujourd'hui même. Alors, bienvenue au Malaise contre-attaque, Ouais. notre première émission. Ah, ça va être le fun! Moi, j'aime ça, m'appeler Eric, j'aime ça parler de malaise. Donc, OK, on va y aller avec d'autres choses à la place. On va parler d'actualité, puis je vais ouvrir le spectacle, le show, l'émission de cette semaine. Really big show. En souhaitant beaucoup de succès et bonne chance à notre chambre de puissance maximale. Pourquoi je dis ça? Parce qu'ils avaient été contraints d'arrêter leurs activités pendant quelques années. Ils étaient assez... Puis là, ils ont recommencé récemment. Tu as fait partie de leur deuxième podcast, c'est ça? On dit, non, du premier premier. et du deuxième d'ailleurs. Premier et Donc, du deuxième. je fais partie maintenant de Puissance Maximale aussi. Ah ouais, officiellement? De façon officielle, oui. Dans le fond, donc, ouais. Québec s'implique. Stéphane Goulet, l'infiltré. Fait que là, t'es dans Geek contre-attaque, t'es dans Arcade Québec, putain. Hey! Yes, donc si vous êtes intéressé justement par Puissance Maximale, qui est un projet qui, dans le fond, date quand même au Hey, niveau de Québec. OK, je vous explique. Puissance maximale est important dans la genèse des geeks contre-attaque. Étant donné que quand on a
qu'on a fait notre pitch pour faire l'émission. On voulait faire, on avait plein d'idées bizarres, moi puis Simon. Vous pouvez imaginer, moi et Simon, de la boisson puis du brainstorming. C'est vrai que ça a donné ce que ça a donné. Mais là, finalement, on s'est rendu compte que chaque conversation qu'on avait sur des projets capotés, bizarres, on finit tout ça par tomber dans l'une puis se mettre à parler de trucs geeks. On se dit pourquoi qu'on fait pas un magazine geek, right? Fait qu'on va voir s'il y en a d'autres. Il y en existait un quand même. Il y en existait un très bon et très implanté à l'époque. Puissance maximale, justement, qui était à CKIA à l'époque. Et là, on s'est dit, bon, on veut pas faire comme eux. Fait ce qu'on a fait, on a écouté leur show, qui était en passant, les gars, étaient comme très, je dirais, très cartésien, méthodique dans leur approche, avec une quantité énorme d'informations. Les gars étaient hyper préparés, hyper renseignés. C'était vraiment instructif, trippant. Les gars, ils savaient de quoi ils parlaient, right? Fait que nous autres, on disait, OK, on va y aller un peu plus dans le ludique puis l'imbécile, right? Eux autres sont très stiffs, mais sont hyper, regarde, ils vont vraiment profond dans les sujets. Ils parlaient de 1 ou 2 sujets par émission d'1 heure, là. Effectivement. Fait qu'ils allaient vraiment en creux dans tous les petits détails pis les affaires, ce qui était vraiment fascinant. Nous autres, on dit, on va parler. Nous autres, c'est, il y a un scientifique qui a inventé quelque chose, là, ça a l'air le fun. On en parle un prochaine peu, nouvelle. on fait 4 jokes douteuses puis on passe à autre chose. Mais tu sais, on s'est dit, on va y aller plus léger. Ça l'a influencé beaucoup le format de notre émission au départ parce qu'on voulait se distancer d'eux pour être complémentaires à eux autres. Pas arriver à faire de la compétition parce qu'il y avait tellement pas beaucoup de shows de geek en début 2000, début 2010, dans le fond, on va dire ça comme ça, que pourquoi essayer de se cannibaliser du monde alors qu'on pourrait juste complémenter avec une autre alternative à voir les nouvelles puis à ratisser plus large. Donc, ça a fait partie importante de notre jeunesse. Pour ça, je voulais les saluer parce qu'on était contraints de quitter la radio. Ils ont fait un podcast pendant un bout. Les obligations de chacun ont fait en sorte qu'il a fallu qu'ils arrêtent. Mais on avait toujours gardé contact. On se croisait dans les conventions, des affaires de même. Puis Sabrina le connaît personnellement. Tu le connais personnellement? Bien sûr. Donc, c'est Andrew Castagnan qui, oui. dans le fond, était une personne de Lévis. Et maintenant, il est rendu un Montréalais. Oui. Donc, le travail l'a amené depuis, je vous dirais, 2 ans et demi à Montréal. D'ailleurs, c'est un de mes compagnons de brosse régulier quand je me déplace à Montréal. Dites-le pas à mon boss, par contre, c'est assez important. C'est ta radio. C'est vrai. Ton boss, il écoute pas le show. Non. Oui, il l'écoute. C'est ça l'idée. Ouais, pourquoi tu le dis là, d'abord? Compagnon de brosse. Faut dire ici que vous avez Brosse à temps de partiel un salon de coiffure. Bien sûr, c'est bon, tout à fait ça. C'est ça. Donc, mais ce qui est important de comprendre, c'est que Andrew, qui, dans le fond, accueille, il y a la même ouverture que vous avez, oui. dans le fond, au niveau des geeks contre-attaques, qu'on a au niveau des geeks contre-attaques, je m'inclus ici. Ben oui. Donc, tu sais, le fait d'être en mesure de pousser l'univers geek au maximum, il n'y a pas d'affaire de compétition ou quoi que ce soit, c'est vraiment complémentaire comme show. Allez voir le show, donc allez sur les différentes plateformes de podcasting, il est partout le show. Puissance maximale qui fait son retour en novembre 2019. On s'implique. D'ailleurs, les gars, si vous voulez vous impliquer aussi, vous hésitez pas. C'est vraiment là une grosse fête geek, puissance maximale, c'est ce qui est merveilleux. Ben, si un samedi, Andrew est en ville, ce serait cool qu'il vienne faire un tour. On pourrait faire un triple threat. Oui, on l'invite en direct maintenant. Hey, là, Andrew, trifecta, tu écoutes. on aurait Arcade Québec, les geeks contre-attaques, puissance maximale, fusionnés ensemble comme le cœur d'une étoile morte. Exactement. Donc, ce que je vais faire, je vais m'assurer qu'il soit là. Peut-être même dans le temps des fêtes. Est-ce qu'il y a une pause pour les fêtes? On va se le faire dire bientôt. Okay, merveilleux, ça marche. Comment ça fonctionne? Donc, non. Parti comme c'est là, on sait pas. Parce que... On n'aura pas de pause. En tout cas, peut-être un des 2 samedis, mais bref, je vous reviens là-dessus. Mais moi, par exemple, je serai pas là. Je travaille. Ouais. En tout cas. OK. Non, c'est ça. On s'organise pour organiser ça éventuellement. C'est que vu que les fêtes officielles tombent pas un samedi cette année, souvent, nous, des fois, quand ça tombait fin de semaine, on skippait, 2 semaines. Dans ce cas-ci, des fois, ça a déjà arrivé qu'on n'a pas arrêté. Que les semaines, ça avait tombé si on avait Eric puis des pitons, il y avait une émission. Ouais, c'est ça. Aux grandes dames de tous ceux qui subissaient moi tout seul avec des pitons. Mais tout ça pour dire que, on va continuer encore si on nous donne la permission, on va le faire. Et est-ce que je peux me permettre aussi au niveau de puissance maximale qui fait son retour, j'ai fait une très longue critique et oui, vous allez encore pleurer du sang, de Last of Us 2. Donc, une critique d'un jeu qui n'est pas sorti encore. Pas une critique, pardon, mais vraiment, dans le fond, ça s'intitule Tout ce qu'on sait sur Last of Us 2. Donc, je vous La chronique parlée à travers son chapeau avec Stéphane Goulet. Qui est un maître là-dedans d'ailleurs. Donc, allez voir ça, honnêtement, ça vaut vraiment la peine. Il y a plusieurs autres aussi, dans le fond, gens là, qui s'impliquent au niveau du milieu geek dans le projet. Je vous invite fortement à y aller. Là. Donc, puissance maximale. Yes. Donc, on les salue. Une autre personne que je veux saluer. Mon Dieu, tabarnouche. Hey, faites le saut. Mikey. Je pensais pas que ça allait buter de main quand elle allait saluer quelqu'un. OK.
Non, c'est que... Ceci dit. On a eu des conversations le fun cette semaine sur la page Facebook des Geeks Contre-Attaque avec différents de nos fans. Tout à fait. Dont un, et là je vais retrouver le message. Parce que Alain Lafont, je te salue tout d'abord. Tu nous as fait des suggestions musicales de fun les dernières semaines. Et là, t'as posté que cette semaine, j'ai pas pu l'explorer autant que j'aurais voulu. C'est-à-dire que tu nous as parlé de, je pense, c'est Masterbot, ça s'appelle, là? Oui, Masterboot Record. Mais ça m'intrigue fortement. J'ai lu ton texte. Je vais m'y attarder la semaine prochaine. Je vais avoir plus de temps pour ça. Puis je vais sûrement faire jouer la semaine prochaine. Mais je n'ai pas choisi, mais c'est pas parce que j'ai pas aimé ça. J'ai pas eu le temps de m'y attarder. Donc, j'y arrive. On dit, je n'ai pas pris le temps de m'y attarder. Je n'ai pas pris le temps. Ouais, c'est ça. Non, c'est vrai. C'est ce qu'il faut dire. Alain, c'est pas toi, c'est lui. C'est lui. C'est ça. Exact. Alain, c'est pas toi. Qu'on peut quand même rester chum, là. J'espère que tu vas passer quand même pour une bière une fois de temps en temps. Regarde, écoute... Pas obligé de casser avec tous nos amis communs. Là. Mais non, c'est ça. Là, regarde, C'est qu'on se parle encore, si on se croise dans la rue, on se dit salut, ça veut dire. Ah oui, c'est comme... Petite lichette entre amis de temps en temps. Puis regarde, je jetterai pas tout ton stock, là. Tu vas chercher mes petites à l'aise. Puis... Prends ton temps. Bon, sur ça... Ok, voilà. Malaise, contre-attaque, encore. Le sketch est terminé. Maintenant, on va y aller en musique. Mikey, s'il te plaît. Alain va tellement apprécier. Là. Ah, j'ai vu ici. La chanson de la semaine! Peux-tu continuer à t'appeler Al? Hey, laisse-moi deviner. Oui. Overclock Remix. Exactement. Et c'est pas n'importe quel tune que j'ai choisi dans le sens que la semaine dernière, Overclock Remix célébrait son 4 millième pièce, sa 4 millième pièce musicale postée sur le site. Aïe aïe. Donc, comme je disais, ça dure depuis 99. Là, ça fait 20 ans cette année. Donc, 4000 pièces postées sur le site. Et c'est le fondateur du site lui-même, DJ Pretzel, qui a composé la pièce. En 99, Eric avait 50 ans à l'époque. Ouais, hey, dans ma jeune cinquantaine. 53. Je connais des créatures de 50 ans qui ont l'air de bébés, mais ça, c'est une autre histoire. Ouais, c'est ça. On en reparle ça parlait tantôt. Et donc, il a posté une pièce de Final Fantasy VII. Et c'est le thème du Cosmo Canyon. Si vous vous rappelez l'endroit où on allait chercher, qu'on allait ramener Red 13. Oui. Yeah. Mais la pièce que DJ Pretzel a faite, comme il fait souvent, c'est d'amener ça dans un style musical tout autre. Et là, on va avoir une version blues reggae du Cosmo Canyon. Ça s'appelle The Cosmofarian. On écoute ça pour célébrer les 4000 chansons maintenant de Overclock Remix, mais aussi pour nous autres, pour le fun. Donc, Cosmofarian au Geek Contre-Attaque. Pour toi, Al.
On vient d'entendre de Cosmofarian. A failli manquer ton cue, mon Eric. DJ Pretzel. Donc, hey, on a eu une discussion animée pendant la pause. on On fait va jamais faire ça. On va probablement reprendre la discussion un peu plus tard dans le show. Ce qu'on va faire à la place, on va parler d'autres actualités. Qu'est-ce que... Parce que t'as toujours un petit creux. Les Geeks Contre-Attaque sont fiers de te présenter leur soupe minestrone pour le cerveau. Chronique en vrac! Et donc, autre actualité, Phil, d'avoir deux, trois petits cossins. Ben là, Mikey, je m'excuse de te faire travailler comme ça, là, mais ça va te prendre un autre thème. Ça va falloir que tu me sortes une petite chronique mortuaire. Ouais, Ouais. Phil est ici, il va parler de quelqu'un qui est mort. Hey! Évidemment. Rubrique nécrologique. Ça fait un lien avec ma chronique la semaine passée en plus. Yes, Bon, d'ailleurs bon. que j'ai adoré. Est-ce que je peux prendre quelques secondes? Ben, vas-y donc. J'aimerais ça, Eric, si tu voulais passer chez Arcade Québec pour faire exactement la même chronique. Et là, si on a des auditeurs... Si on n'a pas de bleed entre nos auditeurs, on va être Bon, correct. on a des auditeurs communs, mais auditeurs communs, vous aurez la même chronique dans les prochaines semaines Mais chez faites Arcade Québec. différemment. Ah oui, bien sûr, avec des interventions différentes, mais le Ouais. même beau mâle. OK. Merci. Fair merci. enough. Regarde, bon, OK, oui. Donc, chronique technologique, oui. qui ou quoi est décédé Ben là, gardez vos fleurs puis vos petites cartes mortuaires à la maison parce que c'est une mort qui date de 2100 ans. Fait qu'on est correct là pour la peine. Oh. C'est des archéologues qui ont découvert quelque chose d'assez inusité en Équateur, excusez. Dans le coin, ils ont trouvé un site rituel dans le coin de 2014 et 2016. Ils ont trouvé plusieurs petites monticules de terre avec des gens enterrés en dessous. Mais il y a deux squelettes qui ont attiré l'attention des chercheurs un peu plus. C'était des squelettes d'enfants qui portaient des casques faits en squelettes d'enfants. Bizarre. Skeletteception. OK, je m'explique. Oh. Ils ont trouvé, ça sera pas long, je fouille dans mes notes. Le premier enfant qu'ils ont trouvé, il avait 18 mois et son crâne était fité avec un genre de casque qui est fait comme d'amalgame d'os de crâne, fait d'un enfant entre 4 et 12 ans. Puis le deuxième enfant, il avait 6 à 9 mois. Et son casque rituel était fait avec des bouts d'os d'enfants entre 2 et 12 ans aussi. Donc, ça a l'air particulier quand on en parle parce que c'est notre point de vue, notre rapport avec la mort actuelle est pas le même que ces peuples ancestrales-là qui avaient un peu, qui étaient proches de Dieu, qui avaient chacun aussi des rituels très particuliers. Barbare. Il joue on au pourrait soccer voir. avec les têtes, là. T'as peu, là. Ok, je On peut comprends voir qu'on ça est comme différent, ça. là, mais c'est Mais- quand même plus rough que ça l'est star, là. C'est pas... Si tu découvrirais une momie maintenant, mais que tu comprendrais pas le concept. Là, on a des cinquantaines, des centaines d'années d'études sur les momies. Oui. On comprend la psychologie derrière. Il y a même des écrits qui nous expliquent la psychologie derrière. Ça, c'est totalement nouveau, c'est totalement inattendu. Non, c'est ça. Là, c'est des têtes dans des têtes, là. Donc, ça a l'air weird, Ça a l'air... mais... Qu'est-ce que ça te prend pour que ce soit weird? C'est officiellement c'est, weird. je te dirais que ce qui est... Oui, Mikey? Oh, won't somebody please think of the children? Donc, d'un point de vue totalement scientifique, froid et calculateur, telle la bête que je suis, il faut penser que à l'époque, peut-être qu'ils pensaient que faire ça élevait l'enfant à un niveau supérieur et l'approchait de la béatitude. Je sais pas, c'est dur à expliquer. C'était-tu des enfants qui étaient tués pour faire un casse au petit? C'est-tu tous ses frères et sœurs qui étaient tués après lui? Parce que s'il m'en manque un, il m'en manque tout. C'est quoi, là? C'est quoi, premièrement, le plan, là? c'est dur à dire que comment que les enfants sont décédés. morts, Ouais, c'est ça. parce que il y a pas de signe de brutalité ou de trauma évidente. Ce qu'on sait, c'est qu'ils sont morts probablement de façon naturelle. Puis pour les casques
en Oui, os, oui, eux oui. autres, c'est encore plus dur de déterminer Parce que comment... c'est des qu'ils ont- fragments, puis c'est c'est- peut-être plusieurs enfants au lieu d'un. C'est ça. Comme Fait que c'est sûr qu'ils ont découvert des traces d'outils sur ces os-là parce qu'il a fallu qu'ils aient fit dessus. Fait que, ben, tu sais, ça, en théorie, était fait post-mortem. Oui. C'est ça, mais on n'a aucune validation. Et si Peut-être vous pensez que que c'est votre des- travail suce, il y a du monde qu'il fallait qu'il fasse ça, là. Donc, Pas évident, là. C'est loin d'être évident. donc c'est particulier. J'ai une belle job. J'ai une excellente job. J'ai une très belle job. Ah ouais, regarde. Mais bon. Si tu À- relativises. Maintenant, ce que je vais faire en classe, je vais dire aux gens, vous ne fitez pas sur des enfants, des os d'enfants. Donc, vous avez une belle job. Tu comprends? Ben oui. Ça va être pas pire. Ça. Ben oui. Ça va. C'est bon. Non, je pourrais dire ça. Je vais travailler. Ouais, ma comme phrase. dernier speech avant de te faire mettre à la Ouais, porte, c'est ça, serait exactement. Tu vas de fascinant. même. Tu sais, c'est ça. Fascinant. Ouais, merveilleux. T'as autre chose par rapport au décès? Ou... Oui, on s'approche du décès, mais on n'est pas encore dedans. C'est quelqu'un qui veut éviter la mort ou l'éloigner. On parle d'un scientifique qui a été diagnostiqué avec la maladie de Lou Gehrig. Si on s'en souvient, c'est la fameuse maladie qui est à l'origine du Bucket Challenge, là, quelques étés. Ice Bucket Challenge. Ouais. Tout à fait. Donc, cette maladie-là, c'est une maladie qui progresse lentement dans le corps et qui atteint toutes les fonctions une à une. Donc, on est conscient qu'on s'éteint peu à peu et c'est très long. Et c'est les jambes en premier, les bras ensuite, etc. Donc, à la fin, avant de mourir, tout ce qui vous reste, le seul muscle que vous pouvez encore contrôler, c'est vos yeux. Donc, le docteur Peter Bronan Scott Morgan, c'est un Américain qui souffre de cette maladie-là. Et lui, il a décidé de devenir le premier cyborg officiel de l'humanité. Lui, son but, c'est justement de ralentir le processus de la mort et d'être sa propre expérience pour pouvoir léguer ça à l'humanité pour ceux qui ont des maladies comme lui qui sont dégénératives à long terme. Donc, pouvoir aider ces gens-là. Il a déjà eu plusieurs opérations. Il se nomme lui-même Peter 2.0 à ce moment-ci. Les docteurs ont inséré un tube pour le faire manger directement dans son estomac. Il y a un cathéter directement dans sa vessie. Il y a un sac à colostomie. Puis aussi une laryngectomie. Ça fait que on enlève le larynx. Donc, sa voix, il peut plus parler. Okay. Mais ça évite aussi à salive d'aller dans ses poumons. Ouais, puis de de s'étouffer l'étouffer. avec sa salive. Oui, Donc, oui. c'est un avantage. Ce que ça fait, par exemple, c'est qu'il y a une voix robotique un peu comme Stephen Hawkins. OK, ouais, c'est le même procédé de synchronisation vocale. C'est ça. Puis là, il est rendu... il est au processus de se reposer là, pour la suite des choses. Prochaine étape, il va y avoir une chirurgie au laser pour aider à sa vue. Pour les yeux au laser. Piou, piou, piou. Pour aider sa vue. Parce que puisque tout ce qui va lui rester à la fin, ça va être ses yeux pour guider l'ordinateur qu'il utilise, ben c'est important d'avoir un bon tracking. Donc, ça va l'aider pour ça. OK, donc le prochain cyborg, quelqu'un qui travaille sur les cyborgs, qui va travailler sur lui-même. Oui, et d'ailleurs, un documentaire qui va détailler ses opérations et son processus de devenir un cyborg va être sorti l'année prochaine. Okay. Fait qu'on regarde ça, puis on vous tient au courant. Yes. Une petite dernière avant d'aller en pause. Moi, j'en aurais une. OK, Let's go. c'est-à-dire. Ouais, c'est quelque chose qui ressemble à ça, là. Eh Seigneur, qu'est-ce que nous a amené là? Ben là, tu le sais. Phil, voyons. Je sens que je t'aimerais pas. Tout ça commence au Yukon, dans la rue vers l'or. OK. Une jeune fille qui travaillait là a découvert j'imagine, a découvert un gisement d'or et a décidé de voyager dans le temps. S'est fait construire, grâce à l'argent qu'elle s'est fait, une machine à voyager dans le temps et a décidé d'aller en 2019 pour dire à Trump, vous avez pas honte, Monsieur Trump? Oui. Greta Thunberg est une voyageuse temporelle. On la voit clairement sur une photo
au Yukon pendant la ruée vers l'or et c'est la même personne. Ça ou Keanu Reeves. Là. Non, c'est ça, c'est quelque chose que j'expliquais à Mikey, c'est un hasard, malgré T'as pas osé d'expliquer. la grandeur des gènes humains. C'est fou, pareil, comment qu'il y a de templates de face dans la vie Ouais. et que la nature en prenne Ben, des c'est fois parce que le même. Il y tu a sais. des milliards de combinaisons possibles, mais les mêmes combinaisons sont appelées à se répéter. Fait que il y a peut-être un Mikey G présentement en Allemagne, puis on le sait pas. Non, il y a un Mikey G qui s'est fait péter une dent, qui joue un sprite ennemi dans GoldenEye 64. Ouais, on l'a trouvé. C'est un Mikey G russe. Ouais. Ouais, mais Mikey G ski. Mike Mais- Ski. et voilà. Tout court. Ta conspiration est détruite, mon Mike. Yes. Ça Hey, n'a pas été plus long. ça a l'air niaiseux de même, mais on va aller tout de suite en pause. La Ben oui, raison ben pour laquelle je vais aller en pause, c'est qu'on n'a pas entendu Stéphane dans la dernière minute, parce qu'il accueillait des invités. Parce qu'on a Malade. des invités cette semaine. J'ai joué votre secrétaire, les amis, j'aime bien ça. Ça, ben, ouais, on a pris le plus cute de la gang, en plus. yeah. Et donc, les invités sont là. On vous en dit pas plus pour l'instant, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas vu cette petite gang-là. J'ai hâte de lui parler, donc restez avec nous autres. On a de la visite, on revient tout de suite après. Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici la Geek contre-attaque! Ça va? Ok, je pense que t'avais aimé Loin des pitons, toi. Hein? Ben possible. Ben impossible. T'es en train de faire 15 affaires en même temps. Multitasking, Gauthier. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va faire ça officiel. OK? On va... je vais attendre que Mister nous parte le thème, puis après ça... La Geek contre-attaque souhaite la bienvenue à l'invité de la semaine! Celle-là, il va falloir qu'on la change, je pense. Je trouve que la référence est un peu trop datée. Hey, c'était vieux quand ça passait à la TV, puis que moi, je l'écoutais. Oui, mais on peut ou faire ça, ou se compliquer la vie, puis changer toute notre bibliothèque de thèmes pour être encore plus vieux. Comme ça serait le spot le plus nœud, ça. Ah, OK, pour justifier lui, on change toutes les autres. Ah ouais? Ça serait, ouais. Bon, les invités cette semaine. Bon. On va parler de quoi de pertinent, Ouais, tabarouette. des niaiseries. OK, donc, je suis encerclé. Donc, j'en ai un de chaque côté. C'est-à-dire, un projet qu'on avait reçu dans le passé. Je sais pas si vous vous souvenez, on avait parlé avec Nicolas Michaud et ainsi que Julien. Donc, Julien Dallaire-Charret et Guillaume Demers. Salut les boys, ça va? Bonjour. Mon introduction tout croche va continuer. Donc, il était venu pour un projet, une collaboration de BDistes qui s'appelait les 5 endroits les plus hantés au Québec. Exactement. Mais là, vous avez récidivé? Oui, comme Star Wars, l'Empire contre-attaque. Là, on est rendu... en fait, c'est un peu comme le petit frère là, ou la suite. Là, c'est pas exactement une suite, mais c'est on s'attaque à un sujet très chaud. C'est les 5 plus grands mystères extraterrestres au Québec. Oh! Fait que là, j'ai été voir sur votre page Ulule. Donc, vous avez débuté ça au début novembre. Oui. Pour la campagne de socio-financement. Vous êtes déjà rendu à 4705 $ à l'heure actuelle. Et là, il reste encore 26 jours. C'est donc 5 histoires. Oui. Illustrées par 5 dessinateurs différents, c'est ça? Exactement. Même formule que le premier album, mais là, on s'attaque... C'est des nouveaux... Ben, il y a moi puis Nick Michaud qui reviennent. Les autres, c'est une nouvelle mouture. OK. Puis c'est 5 histoires... pas inédites, mais un peu. Je veux dire, c'est tout du contenu original. Mais je veux parler de comment vous avez acquis ces histoires-là. Je sais que pour les 53 les plus hantés, vous aviez comme même visité des endroits, vous aviez regardé lu plein de documents historiques, tout ça. Ça s'est passé comment la recherche pour les 5 plus grands mystères extraterrestres? Je pense que Julien m'a envoyé la balle, subtilement. Ouais. Ah ouais, oui, c'est on ça que se j'ai fait vu des passer. passes comme C'était ça. Oui, ok. Donc, en fait, ça a été super le fun. Nick avait un peu déjà une idée d'où est-ce qu'il s'en allait avec ça. Il avait fait ses recherches préalables pour le sujet qui l'intéressait déjà, puis qui nous intéressait, les artistes qui participent. Puis, on s'est payé le grand luxe. On est allé voir le président de l'Association ufologique du Québec lui-même, M. Gilles Milot,
pour pouvoir avoir son avis en fait sur les histoires que Nick avait déjà débusquées, puis pour voir s'il n'y en aurait pas d'autres, lui, à nous soumettre, qui vaudrait peut-être plus la peine d'être racontées, parce qu'on le rappelle, là, ce sont des véritables histoires qu'on raconte, c'est pas des fictions. Non, c'est ça, des choses, des événements comme, dans le fond, qui ont eu... témoignages. C'est ça, il y a eu des témoignages, il y a eu des enquêtes là-dessus, ou des répercussions réelles. Tout à fait. Oui. OK, donc... et une fois que vous avez dans le fond, le premier jet, vous avez un certain nombre d'histoires. Ensuite, vous allez voir le dit monsieur, vous en donne-tu beaucoup d'autres? Puis après ça, vous avez fait votre sélection. En aviez-vous beaucoup à piger dans votre panier d'histoires? C'est ça. De quelle façon vous avez fait votre sélection finale? Ben ça, Nick avait déjà, en fait, c'est ça, Nick avait, l'idée c'est de prendre les plus grands mystères, comme on dit. Fait que c'est des trucs, quand même, généralement, connu, tu peux fouiller là-dessus, fait que ça a aidé beaucoup pour la recherche. Il y avait plein de dossiers, il y a des gens là, des ufologues déjà aguerris qui avaient travaillé là-dessus. Fait que sinon on s'est vraiment nourri de toutes ces recherches-là. Puis en allant rencontrer Gilles Milot, c'est ça qui est intéressant, c'est que lui il a dit ben parfait. Ça, c'est des bons cas, puis moi, j'en ai pour vous. Puis là, il nous en a sorti une coupe, puis finalement, dans l'album, ce qu'on se retrouve, c'est qu'on en a 3 assez connus. Là. Oui. Puis il y en a 2 un peu plus sombres, que c'est des cas que Gilles a travaillé personnellement dessus. Wow, puis ça, c'était comme... Fait qu'on a comme un beau mix... de folklore, de culture populaire versus, mettons, ça. de quoi de plus étudié dans le domaine. Ouais, ben c'est des affaires, c'est que c'est ça, c'est pas, tu sais, quand tu googles OVNI Québec, ce sera pas dans les 10 premières pages là, de non, référencement. C'est ça, tu voudrais savoir Satellite Popette là-dedans avant. Ouais, puis ça, c'était vraiment... D'ailleurs, on a une BD sur les satellites. Non, c'est pas vrai. Non. Ça s'en vient. Claude Steven est un extraterrestre. Ouais, c'est pour ça qu'il disait que ça allait être l'Empire contre-attaque. Ça veut dire que le 3e va être moins bon. Donc, ou on va mettre des petites créatures poilues dedans. Ah, ben oui, ce que je trouve vraiment cool de cette BD-là, c'est que même les plus férus du sujet vont quand même apprendre des nouvelles histoires parce que vous êtes allé voir, tu sais, plus loin, vous avez recueilli quelque chose d'un expert qui a pas comme spreadé, tu sais. Ouais, c'est ça. Ben, l'idée, c'était vraiment de... C'est ça. Si tu tripes ufologie, ben, il y a des trucs que tu vas avoir des affaires que tu connais déjà. Puis là, le fun, c'est on les présente autrement à travers la vision des artistes. Puis en plus, ben, il y a du petit croustillant, là, des nouvelles affaires assez récentes, là. On parle de, c'est quoi, c'est 2013, je pense, ton cas, Guillaume, là. Oui, c'est 2010, je pense. Quand même. Ce qui est facile là-dedans, c'est qu'étant donné que vous aviez quand même beaucoup d'informations sur chacune de ces 5 histoires-là, que ce soit sur Internet, comme tu me disais, qu'il y avait plein d'articles qui avaient été faits là-dessus, ou Monsieur Lafont qui vous a amené ça, Lafont? Milo qui vous a amené quand même beaucoup d'informations aussi. Jusqu'à quel point ça l'influence, dans le fond, le lore que vous allez inclure, dans le fond, les petits trucs subtils. Tu sais, oui, t'as l'histoire linéaire principale que tu veux raconter, mais j'imagine que dans l'endroit dans l'environnement que tu vas dessiner, dans les petits détails de location, de lieu ou tout ça, à quel point ça s'inspire de tout. Je le dis mal en tabarouette. Mais mon point, c'est... Je comprends ce que je veux dire? Ouais, je comprends je veux dire, est-ce que vous avez comme... Ça vous a aidé beaucoup dans le world building de vos petites histoires? Ben oui, moi personnellement, ça m'a beaucoup aidé pour mon histoire, mais j'ai vu Julien travailler aussi sur le début de sa bande dessinée parce qu'on a produit une page de chacune des histoires pour la campagne de financement déjà. Oui. Puis oui, c'est sûr que ça nous a beaucoup aidé. Julien, lui, a travaillé avec des références vidéo, entre autres, puis on a tellement une idée de l'univers et de l'époque dans laquelle son histoire est plongée, juste en voyant les coiffures, en voyant les costumes. Oui. Donc, puis je pense qu'il l'a très bien traduit en bande dessinée. De mon côté aussi, ça a été un peu différent. C'est des documents que M. Milot avait. Puis là, on travaillait avec des sources anonymes, évidemment, parce qu'il faut pas, on nomme pas le véritable nom des personnes qui sont impliquées. Non, c'est pas ça le but. Mais donc, on essaie de faire des références subtiles à l'époque, au lieu, tout ça, mais tout en gardant l'anonymat. Mais c'est sûr que ces pièces-là ont beaucoup teinté notre approche. Puis ce que je trouve le fun aussi, c'est le cas également pour le premier volume, pour les lieux hantés. Les 5 styles de ces 5 histoires-là sont très distincts. Chacun, vous avez votre style à vous, bien défini. C'est assez facile. Une fois qu'on va avoir vu une page de chaque, on le sait qu'on est dans un mood, une vibe complètement différente. Ça, c'est le fun. Ça aurait été trop facile d'essayer d'avoir un genre de ton uniforme, homogène au projet pour dire, ben là, c'est un livre, c'est un projet, faut que ça aille tout le même genre. Non, c'est très, très, très distinct. Non, puis en plus, visuellement, ça se distingue beaucoup. Puis je trouve une des forces de cet album-là, c'est différent, là, mais là, le ton change beaucoup. Dans le premier, on était quand même dans les contes et légendes québécois avec un fond historique.
Là, il y a des histoires comme la mienne, là, je veux dire, c'est assez, il y a quand même un bon fond humoristique, là, qu'on s'attendrait peut-être pas d'une histoire d'extraterrestre. Puis c'est vraiment parce que les personnages puis l'histoire, ça s'apprêtait à ça, puis j'étais comme, on n'a pas le choix d'aller vers ça, parce que c'est trop loufoque comme patente. Puis tandis que d'autres histoires, comme Guillaume, là, on est vraiment dans la grosse ambiance, l'angoisse, là, je dirais, là, de ce que peut amener un peu la peur de l'inconnu extraterrestre. Et dans le fond, pour l'écriture, est-ce que c'est non seulement dessiné par vous, mais écrit par vous aussi? Donc, chacune des 5 histoires est écrite et dessinée par la personne? Ou vous avez collaboré un peu pour, mettons, l'écriture ou pour le storyboarding? Ou pour... Je pense qu'on peut dire que... non, c'est une BD, c'en est un, whatever. Ben, ça se ressemble beaucoup. Ça se ressemble beaucoup. Mais je pense qu'à la base, on peut dire que c'est Nick, l'auteur du projet. Okay. Lui, il nous a soumis des découpages. Et évidemment, chaque BDiste, on fait de la BD, donc on a revu ces découpages-là, on les a mis un peu à notre sauce, personnellement, pour s'amuser là-dedans, puis pour faire quelque chose qu'on appréciait. Mais les idées ont, à la base, été découpées... OK, vous avez une première version, puis après ça, vous la mettez à votre style à vous. Exact. Donc, on pourrait vous aviez dire quand même une liberté là-dessus. Question bien simple. Vos extraterrestres, là, dans cette BD-là, là, est-ce qu'ils sont peints? Est-ce qu'ils sont dépeints? Est-ce que c'est les petits bonhommes gris à grands yeux noirs? C'est-tu juste cette forme-là? Ou il y en a d'autres? Ou... OK, bon, je vais me le procurer. Je vais me le procurer. Pas de punch, Mike. D'ailleurs, c'est sur la page des Geeks Contre-Attaque. Votre campagne est sur la page des Geeks. Yes! Et Nick Michaud, il dit qu'il est comme le monsieur cyborg qui contrôle tout. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est un... Ça en est la preuve. Il nous écrit de loin pour contrôler l'entrevue. Est-ce que c'est un être... C'est clairement le vaisseau mère, le Nick. Là, nous, on est juste comme des envoyés. Puis lui, c'est ça. Il est probablement branché de partout. Puis il contrôle 12 super ordinateurs en même temps. Julien et moi, on est des clones vides. Des avatars pour recevoir, servir de réceptacle au maître. Mais non, voici maintenant... Donc, il y a plusieurs paliers, dans le fond, que vous pouvez participer pour encourager votre projet. Là. Que ce soit juste de vous donner un petit montant pour dire que vous ayez que vous, participateur, ayez votre nom dans la liste de remerciements, ou vous pouvez aller jusqu'à avoir, mettons, une version imprimée, bien sûr, qui va sortir, une version digitale. Ça peut être aussi des versions imprimées des volumes précédents. Ça, c'est intéressant. Si vous allez jusqu'à un certain montant, je pense que c'est $30, ça? Je sais pas par cœur, mais juste pour remettre dans le contexte, c'est ça, là, on parle, présentement, on est en campagne de sociofinancement pour financer la première batch. La production de l'album, là, carrément. Parce que c'est ça, c'est fait sur presse, puis c'est du gros stock, là, c'est un gros format, 9x12 couleurs. C'est le même format que l'autre c'est ça, on parle de... C'est pas mal les plus grosses BD que j'ai vues, là, quasiment. Là, fait que... ça rappelle le format des BD à l'européenne, exactement. Là, les Spirou et compagnie. Même, je pense que c'est un chouïa plus grand. Là, fait que, puis c'est ça, c'est super produit de qualité, puis on tripe, puis ça permet de faire des belles images, des beaux rendus. Puis c'est ça, on a besoin... La campagne sert, en fait, c'est comme une précommande, si on veut, pour les gens. Puis en même temps, nous, ça nous confirme que on atteint les sous qu'on a besoin pour lancer ça à l'imprimeur puis pouvoir partir avec ça. Le premier palier est à 5500 dans le fond pour la version imprimée. Ouais. Pour avoir la première batch. Et là, on est très près, là. Ah oui, ça se passe 20 super jours, bien. on est très près du premier palier. Donc, c'est 4700 sur 5500. Et à partir de là, il y a d'autres paliers pour avoir d'autres versions de la BD s'il y a lieu. Mais il y a aussi des paliers intéressants pour ceux qui veulent vraiment vous encourager, mais qui veulent faire partie de l'œuvre. Il y a celui à $68. Vous avez la BD des 5 mystères extraterrestres, la BD des 5 maisons hantées, puis un album de Black Rose. Black Rose Saga. Et il y a même un palier où ce que tu peux devenir un des personnages dans le prochain projet. Shit! Tout à fait. Ouais. Un beau portrait. Yes. Sûrement à saveur ufologique. Là. Ça, on va voir comment on interprète ça. Mais est-ce qu'il y en a vu dans ce palier-là qui font partie du livre présentement? Oui, j'en connais déjà au moins une, en tout cas, qui va être dans le livre. Donc que vous avez inclus comme personnage, mettons, secondaire ou figurant, que cette personne-là elle avait payé pour... Ça, c'est trippant en mots. Est-ce que, dans le fond, à l'heure où on se parle, toutes les BD sont... vos projets sont terminés. Là. Vous n'avez pas de retouches à faire, vous n'avez pas ces clauses? Pas du tout. Pas du tout. Non, fait une page. On est super optimiste. La campagne, moi, je suis convaincu que ça se passe, mais on a quand même, c'est un peu dommage de travailler dans le vide, entre guillemets, si ça se passe pas. Fait que, pour ça, tous les auteurs, on a fait une page finale.
Ok. Ben, ça sert premièrement à se faire la main, à comprendre notre sujet, tout ça, puis pour montrer aux gens ce qu'on va faire, mais on attend un peu le go de c'est financé. Fait une fois que vous allez atteindre le premier tombe en palier, production. là vous tombez en production, Ouais. puis c'est combien la production à peu près pour ça? C'est combien de pages par projet à peu près? Grosso modo, On vous est avez à produit 8 pages par 8 pages? auteur. Ouais. Ouais. OK. Fait que 8 pages, en général, là, tu dirais, le temps que tu mets pour une page, pour... Moi, l'an dernier, j'avais fait ça non-stop. Là, je me souviens, parce que on a le même délai que cette année. Là. Le but, c'est de sortir ça pour le mois d'avril, pour le salon de le festival Québec BD et tout. Oui. Puis, je dirais que c'est au moins un petit 12 heures par page, là, minimum. Ouais, facile. Fait, puis je considère que je travaille quand même vite pour un BDiste. OK. Là. Fait que, Ben, j'imagine que ça dépend beaucoup du style aussi. Il y en a qui vont avoir des backgrounds beaucoup plus neutres, ce qui va leur sauver du temps à mettre sur les personnages. T'en as d'autres qui vont avoir des backgrounds super détaillés, des splash pages, des affaires de fou. Ça on travaille pas de la même façon. Exactement. J'imagine que c'est beaucoup influencé par le style, mais donc ça vous laisse quand même un bon lousse pour pouvoir vous imbiber de ça puis partir dans le projet. Donc, hey, on est proches. Je trouve ça super le fun. Donc, ben, tout d'abord, merci d'avoir été là. Merci de nous avoir reçus. Hey, c'est tout le temps le fun. Puis Nico, mais tu reviens en ville. Tu viendras, tabarouette. Je sais que t'es loin, là, mais tabarouette, ça va être le fun si on t'envoie. Donc, merci Julien, merci à Guillaume. Et hey, les geeks, là. Allez voir la page là, à tout de moins, là, juste pour voir le style, pour voir comment ça s'enligne. C'est vraiment hot. C'est vraiment hot. Puis si vous avez pas accès ou que c'est pas facile pour vous de vous procurer le poignet volume, achetez donc les deux, tabarouette. Allez pogner le petit le montant pour avoir celui-là et avoir l'autre d'avant. Honnêtement, j'avais vraiment aimé le produit final. Là. J'avais trouvé ça super cool. Puis c'est du monde d'ici de tabarouette. On va-tu les encourager ou on va s'asseoir les bras croisés à regarder ça aller? Hein? J'aime ça de même. Je vais vous saluer de façon plus officielle quand la tune va partir. Mais on va y aller en musique pour la deuxième tune de cette semaine. Et ma deuxième tune cette semaine, on va y aller, pas en jeu vidéo, je vais y aller avec ma tune douteuse. OK. Je sais pas c'est laquelle, moi, là. Ah non, moi je le sais c'est laquelle. Donc, tune douteuse, j'aime soit prendre des instruments bizarres, des musiciens bizarres ou du monde qui n'ont pas d'affaires à être musicien. Un acteur extraordinaire, d'un talent qui est indéniable. Sir Anthony Hopkins s'est aventuré à faire de la musique en 1986. A sorti un single que lui pensait être pour un genre de jingle de pub ou un pub. Non. Ça est sorti comme single dans les Royaumes-Unis. Et ça l'a piqué genre dans le top 100. Mais c'est pas bon. C'est, ok, ça ressemble à, tu sais, le outro de Thriller de Michael Jackson avec la voix qui parle en background, là, avec une fille qui chante pas d'émotion en arrière. C'est mauvais. Est-ce qu'on va saigner un peu les oreilles? On va saigner du cœur, dans notre cœur. L'âme en général. Donc ça s'appelle Distant Star de Anthony Hopkins. J'ai déjà mal. Puis elle va jouer au complet. Oh, geek! Contre-attaque. There comes a time in every life when a voice calls out to you to leave the past behind you and seek a life that's new. Beyond the blue horizon lies a journey not too far. The two of us to seek a distant star. We could sail 1,000,000 oceans and leave upon the tide. Just put your arms around me and I will be your guide. Such happiness together to love you as you are. Together we can find our distant star. We can sail 1,000,000 oceans and search for love that's true. We'll climb the highest mountain, make every dream come true. And we'll share each morning's glory, watch the sunrise kiss the dawn. But I still
distant star. Search for love that's true. Climb the highest mountain. Make all our dreams come true. And we'll share each morning's glory. Watch the sunrise kiss the dawn. And in our faith, we'll find the way to sail a million oceans. Search for love that's true. We'll climb the highest mountain. Make all our dreams come true. I'm so glad that we're together. How I love you as you are. Together we will find our distant star. Search for love that's true. Climb the highest mountain. All our dreams come true. Share each morning's glory. Watch the sunrise kiss the dawn. Still need you to find the way to sail a million oceans. Search for love that's true. C'était vraiment une toune, le fun, ça. Il y a une partie de moi qui est décédée. Moi, pas juste une partie de moi. Le Hey, mois c'est- au complet. Non, mais c'est mauvais avec un grand M. Merci, Donc, Eric. C'est mauvais avec un grand yark. Yes. Alors, Distant Star de Sir Anthony Hopkins. Tune qui aime pas se faire mentionner. Il veut pas en parler. Avec raison, d'ailleurs. Il est très... c'est une partie de sa vie qu'il veut pas se rappeler. OK. Puis juste pour être sûr, là, c'est Sir Anthony Hopkins qui a fait ça. Oui. OK. Je sais qu'il n'aime pas ça, Anthony Hopkins, qu'on parle de cette pièce-là, Anthony Hopkins, mais Anthony Hopkins, c'était vraiment fait... comment ça s'appelle? Distant Star. Distant Star, Anthony Hopkins. Hey, c'est bon, je vais recevoir des lettres de menace. moi. Hashtag Anthony Hopkins. Ouais. Donc, voilà. Maintenant, je pense qu'on va parler de... Il s'agit d'un petit écran pour l'humanité, mais d'un écran de géant pour les geeks. Chronique télé. Et loin de nous de vouloir sombrer dans la vulgaire redondance. Mais, c'est quand même, pour ceux qui suivent les Geeks Contre-Attaque, c'est une opinion qui est très importante dans le sujet. Donc, le Mandalorian, on a eu le 3e épisode cette semaine, on va en parler un petit peu, mais c'est aussi pour avoir l'opinion du fan de Star Wars le plus pur et dur du show. Viscéral. Le viscéral. Le plus intense, je Le dirais. plus profondément Perturbé. dans le lore de Star Wars. Et surtout, le plus vocal de notre gang. Le plus... Eh oui. Donc, Phil Jacques, que Yes. penses-tu jusqu'à maintenant? On va parler de l'épisode 3 après, mais je veux que tu fasses un rang de qu'est-ce que tu penses à date de Mandalorian en général? Je suis fâché, Eric. Voyons. Je suis fâché. Je le savais, Come faut tout le temps que la on, come controverse encore. Non, je suis fâché. À chaque fois que j'écoute le Mandalorian, les 3 épisodes, tout ce que je me répète dans ma tête, c'est pourquoi ça a été aussi long? Pourquoi ça a été si compliqué d'avoir un si excellent show de Star Wars? Pourquoi? Ah, t'as aimé ça? J'ai adoré, Eric. J'ai Ok. adoré. Regarde, on parlait tantôt un peu de nos épisodes préférés. On peut tergiverser, mais c'est comme... Surtout que c'est pas fini On encore. peut pas comme- tergiverser longtemps, il y en a 3. Là. C'est comme se battre pour savoir c'est quel ton épisode préféré de la trilogie originale de Star Wars. Tu peux Ouais. le mettre dans l'ordre que tu veux. C'est 3 bons films, point. Tu sais? Fait que c'est not relevant, si tu veux, mon avis. Overall, excellent show qui sait prendre son temps et qui sait aussi manier l'action et même la violence avec brio. C'est vrai que c'est PG-13, hein? Non, c'est PG. C'est PG. Ouais, c'est même pas PG-13, c'est PG le film. Wow! C'est pas rated R, c'est pas... Y a pas de sang. Non, je Non, suis il y a d'accord. des désintégrations. Tu sais. Mais c'est quoi? Mais c'est c'est quand même hardcore par moment là. Parce que le ton suggère que c'est plus rough que ça l'est, entre guillemets, pour la censure. C'est ça qui est hot. Ben- C'est qu'on pu naviguer autour de ça, puis au lieu de nous faire sentir que le film a été comme
castré de son La grit. série, Eric. Ouais. La série, ouais. La série était castrée puis a été comme restreinte à pas pouvoir être plus mature. Non, t'as pas l'impression qu'on a été restreint de quoi que ce soit. Le ton est là, puis il respecte le fameux kiss rule qui est keep it simple, stupid. C'est-à-dire ce que j'apprécie de la série. Simple, to the point, un épisode avec une track. Il arrive ça, qu'est-ce qu'on fait? Point On A, résout, point B. fin. Ouais. Philippe, Bam! je sais pas si tu as apprécié la même chose que moi dans cette série-là, mais c'est vraiment le fait de respecter le visuel pur de Star Wars. Là. Moi, j'ai adoré Old school, cette surtout, old school. Ok. C'est vraiment vieux. là. T'as l'impression de donner des vibes de l'épisode 4. Exactement, En résumé, clairement. Moi, c'est ce que j'ai adoré. Là. Sans spoiler, pour ceux qui l'ont pas vu encore. Ouais. Premièrement, on vous sautez juge si vous l'avez pas vu. là-dessus. Non, vas-y. C'est à tout casser. Mais en résumé, je dirais que c'est Rogue One en substance avec le storytelling de Rebelle et un peu d'humour aussi à la Marvel. C'est un très bon mix. Saupoudré, là. Moins fréquent. Non, mais Ouais, c'est ça. intelligemment utilisé. Exactement. Pas comme dans l'âge Jedi, genre dans ta face, puis on te l'imprime. Comme je disais la semaine passée, forcé, là, là. le vaisseau est un fer à repasser. Ah, Et qu'on est drôle. Spaceballs. Oh, excuse-moi, là, je suis en train de te faire revenir. Oui. Des flashbacks des désagréables. Mais bref, Oui. ce que j'aime, c'est justement, c'est tout est bien dosé, tout est bien pensé. C'est une Et belle comme introduction. C'est ce qui manquait à Rogue One, Ouais. des personnages attachants, un storytelling intéressant et surtout de la couleur. De construire le background de ces personnages-là. Tu comprends? Oui, Rogue One, il c'est manquait ça. tellement de construction. C'est comme les personnages, là, sont là, ils se connaissent depuis longtemps, puis ils sont prêts à mourir un pour l'autre parce que on vient de te le dire. Rogue C'est comme, One aurait non, fait on une construisait excellente plus. série. Justement, parce qu'il aurait pu faire plus de Oui, building. parce que s'il avait pris le temps de builder chaque personnage comme il avait buildé KTS-1, c'est quoi le KTSO. KTSO, là, le robot de l'autre. De là. l'Empire. Hein. Ouais, mais le robot du pilote, là. Ouais, Il s'appelait, là, Cassian Andor. Cassian Andor, bon, lui, là. Son robot, c'est la seule mort du film qui m'a atteint. C'est la seule mort du film qui a atteint tout le Parce monde que c'est qui le a un seul cœur, Eric. parce que c'est le seul que t'as l'impression qu'il y a un story arc qui ont buildé son personnage, que t'as appris à le connaître. Les autres sont là puis ils sont de même. Ouais, c'est ça. C'est des boîtes en carton avec Là, un la série visage donne dessus. beaucoup de temps pour apprécier ces personnages-là, pour apprendre à les connaître. Même le dude qui est dans les 2 premiers épisodes qui fait juste dire qu'il a parlé. Là. Tu sais, Ouais, genre- Moi, I have spoken. Justement, Ben, j'ai oui. juste 2 choses à dire à propos du Mandalorian. Oui. This is the way I have spoken. C'est ça. D'ailleurs, ce personnage-là, c'est Nick Nolte, Oui. un acteur qui était très présent dans le paysage du cinéma. Mais des très années 80. absent entre chaque film. Ce qui est très drôle. C'est rare qu'il était tout là, lui. J'ai vérifié et à l'écran, il joue un Huguenot, qui est une espèce qu'on avait rencontrée dans Empire Strike Back dans la Cité des Nuages. Les ingénieurs sur Bespin. Donc, il mesure, c'est comme un nain. Oui. Dans le film d'Empire, c'est des nains. Nick Nolte, 6 pieds 2. Le Mandalorian, 5 et 7. Ils ont fait du Lord of the Ring pour les effets spéciaux. Ok, ils ont pas pris un autre acteur avec la voix de Nick Nolte? Non, C'est Nick Nolte qui le joue? Nick Nolte. What? Je suis pas mal certain, là. Regarde, Ok. je suis prêt à me faire corriger. Mais ce que j'ai compris, c'est Nick Nolte dans un masque qui fait vraiment la voix pis tout. Puis, d'après moi, j'ai pas vérifié, mais ils ont fait des jeux de perspective. Puis, C'est ça. peut-être sûrement un peu de CGI. Je suis curieux de voir si c'est pas un split. Mais en tout cas, on va Non, regarder non, ça il n'y a pendant pas la pause. 2 personnages de listés avec ce nom-là. Ok. T'as Nick Nolte, ce nom-là, et ça revient pas. Mais, comme je te dis, ça me fâche pas d'être dans l'erreur, ça arrive on serait d'être pas dans la vie. surpris. Oui, là, dans le fond, je serais pas surpris de voir que dans le fond, le gars est presque tout fait en CGI et on s'en est pas rendu compte tellement c'était bien fait. Je serais pas surpris non plus. maquillage. Tu sais pourquoi? Ben ouais, mais tu sais pourquoi? Parce qu'il y a pas beaucoup d'éléments qui bougent dans son visage. Je sais pas si t'as remarqué, ils ont assez un teint. Fait que vu qu'il y a pas beaucoup de mouvements, c'est beaucoup plus facile d'avoir un CGI Je réaliste. soupçonne un maquillage réaliste corrigé. Ou un mélange à de tous ces l'ordinateur. effets-là. Hein. Oui. Ça peut être un mélange de tout. Mais tout ça pour dire que... Tout ça pour dire que c'est bien fait en maudit parce qu'on se demande depuis tantôt comment ils le font. Exact. Ah oui. Exact. Fun Donc, fact. ouais. Oui. La bébite qui ride dans le deuxième. Oui, le mode Mud horn. Horn. Mode horn. Non, Non, pas ça, celui-là. pas- Celui avec Ah, les non, petits bras de le- T-Rex. ok, Il y a ouais, une ouais. tête de piranha. Là. Ouais.
ce bébête-là a déjà apparu dans un film relié à Star Wars. Oui. Ça La vient bataille des d'Andor. Ewoks. Le film des Ewoks. Ah ouais. Dans la bataille Ouais, d'Andor. je savais pas ça. Ouais. Je me disais, me semble que ça sonne très Star Wars, ce bébête-là. Les Et en Ewoks effet, ride des bébites de même dans le... Non, ils sont juste dans le film, mais me rappelle ils pas. s'en servent comme bête de somme. Ok, J'ai pas de souvenir de ces films-là. Je les ai vus quand j'étais Ils jeune. traînent genre Les deux. des j'ai vu des photos, ils traînent des grosses Pour la bourrer, des caravanes. traîner des Ils affaires. traînent la caravane du courage. Ouais. Oh! Mais les deux films des Ewoks, là, c'est des désastres extraordinaires. Il faut que je réécoute ça. Il l'a-tu sur Disney+. Il l'a-tu Sûrement. Je le veux sur Disney+. Ça, Sûrement. puis le Star Wars Holiday Special. Ah oui! Mandalorian. Merci. Mandalorian. Je ne pensais jamais dire ça au micro un jour. Oui. Mais merci Mandalorian d'avoir rendu officiel canon le Star Wars Holiday Special. En mentionnant le Live Day. En mentionnant le Live Day à l'écran. Maintenant, c'est canon. Et le fusil de Boba Fett. Oui. Et le logo aussi que Boba Fett a sur son épaule. Oui. C'est une beast mythique, le mythosaure, je pense. Un peu de même. C'est l'espèce de bébite qui ride dans le comic. Mm-hmm. Puis eux autres, dans leur religion, c'est une bébite importante. C'est pour ça que c'est un peu leur logo. Mm-hmm. Donc, ça a été mis dans le Star Wars Holiday Special. Donc, je trouvais ça intéressant qu'ils osent aller là. OK, maintenant, on va parler de l'épisode 3. Donc, oui. Une chose que j'ai aimée dans l'épisode 3, parce que c'est quelque chose Est-ce qu'on va avoir des spoilers, no spoilers? Non, on va essayer de pas trop aller dans le spoiler. OK. C'est dur. Une chose que j'ai aimée qui hint vers, dans le fond, qui nous enligne vers ça peut-être, c'est que aller jusqu'à avant que la série sorte, les Mandaloriens, moi j'ai pas écouté les Clone Wars, ok? Mm-hmm. Donc je sais pas qu'est-ce qui a été bâti autour des Mandaloriens, mais j'ai toujours été entre deux chaises par rapport à est-ce que les Mandaloriens c'est une race ou c'est un ordre, right? Un ordre de guerriers. C'est une race de type humaine, doublée d'une religion très importante. Je te dirais que ça a été respecté pas mal de ce qu'ils ont fait dans Clone Wars à ce que j'ai vu. J'ai pas tout vu. J'ai surtout vu dans Rebels. Toi t'as ri parce que t'imagines qu'ils vont mettre un casse en os sur leur bébé mort? Non, c'est pas ça. Je suis en train de me dire qu'il y a beaucoup de comparaisons à faire avec les Juifs. C'est-à-dire? Ben, c'est une race, c'est une religion, sont comme persécutés, sont toute une gang dans la cave. Regarde bien. Moi, ce que je trouve que ils tendent à aller vers l'ordre, parce qu'on dirait que le fait qu'ils enlèvent pas le masque est plus un c'est pas vraiment pour dissimuler le visage tant que ça fait partie juste de la tradition pure, la tradition de cet et ordre-là. religion. C'est ça. Donc à partir de là, je sais pas s'ils vont aller vers cet angle-là, et que quand ils parlent des foundlings, donc c'est pas du monde qui sont nés de cette race-là, c'est comme s'ils avaient trouvé des orphelins puis qu'ils incluaient dans l'ordre. Fait que je sais, peut-être qu'ils vont comme... Mais c'est pas justement dans le deuxième épisode où on parle vraiment là, clairement d'une religion là, oui, en fait dans le deuxième quand il va chercher ses pièces chez les Jawa, il dit clairement je peux pas me débarrasser de mon gun, ça fait partie de ma religion. C'est ça, et là c'est pas ça parlait d'une métaphore, c'est véritablement je crois à une religion, donc parce qu'il dit c'est ce qui était super sérieux, c'est sa façon de le dire. Mais tu sais, religion et tradition dans toute c'est relié. D'un, puis Star Wars a jamais déclaré clairement qu'il y avait des religions. L'ordre Jedi est un type de religion, entre guillemets. Exact. Oui, mais c'est un ordre aussi. Ah oui. C'est ça, mais donc c'est possiblement tradition et religion, encore une fois. Mais t'as parlant d'ordre. T'as raison, Eric, c'est possiblement une manière de le dire et non seulement une affirmation là, qui exactement, il a pas dit factuelle. cette phrase-là, donc c'est canon, ou c'est peut-être plus sa façon de le dire. Exactement, lui, dans ma religion, comme l'expression qu'on dit. Là. Moi, le café, c'est ma religion, tu vois le genre. Non. C'est ce que je veux dire. Non, je pense que c'est au vrai, mais on pourrait s'astiner là-dessus, ça serait vraiment inutile. Ouais, parlant parce d'ordre, que là, c'est excellent. je donne l'ordre de rapper ça et d'aller en pause. Yes. Oh, ok. allons-y. Donc, encore bien parti. Troisième épisode de fun. Et là, ça peut aller n'importe où. En fait, c'est ce que j'aime de la série, c'est très bon tremplin de départ. Ça commence tranquillement avec intensité quand même, mais là, je trouve qu'avec l'épisode 3, la série vient de prendre son envol. Ça s'en va vers quelque chose d'intéressant. Toute l'intro est rappée. Le premier acte de la première saison vient de finir, et là, on part vers l'inconnu. J'ai hâte de voir la prochaine. Yes! Donc, en pause, et on vient tout de suite après, parce qu'on va parler en long et en large de jeux vidéo. De retour de la pause, revoici le Geek Contre-Attaque!
des jeux vidéo. Voici votre ambassadeur d'ArcadeQuébec.com, Stéphane Goulet. Hey, Stéphane! Yeah. Yeah! Donc, on va parler de jeux vidéo, parce qu'il y a eu quand même quelques petites affaires. Quelques petites affaires. Ben, tu sais, il y en a une qu'on va parler, qui est arrivée la semaine dernière. On avait fait on en a parlé un peu, là. On va starter avec ça. Stadia. Google Stadia, parce qu'on avait fait la liste, dans le fond, la semaine dernière avec Simon, des jeux qui étaient dans la première mouture, puis de ceux qui s'en viennent par la suite, là. Mais toi, tu vas nous parler un peu plus du produit. J'aimerais mieux, c'est ça exactement, donc plusieurs volets à étudier au niveau de Stadia, ok? Premièrement, c'est annoncé par plusieurs gros médias, dont Radio-Canada, j'ai vu dernièrement, que Stadia serait un genre de Netflix du jeu vidéo. Et là, j'ai vraiment vu, et je vous le garantis, je pourrais même vous le partager si vous le voulez, vraiment Radio-Canada là, qui fait à l'écrit, imprimé, là, je vous dirais même, une... Vraiment, le header, là, comment on appelle ça, le titre de l'article, grand titre. Le Stadia, le Netflix du jeu vidéo s'en vient telle date. Ça date d'à peu près, je vous dirais, 3 semaines, cet article-là. Quand je suis allé à ton émission, yes, où on a fait la grande chronique sur Stadia, on a parlé pendant quasiment une heure. Facilement. Émission Arcade Québec. On pensait que c'était ça. On pensait que c'était ça. Exactement. Parce que la façon que les médias en parlaient, puis la façon que Stadia n'a pas nié ou démenti ça du tout, et c'est complètement faux. Et là, chez Arcade Québec, là, ça date de 6 mois là, de ce qu'on parle. Oui. Donc là, il faut vraiment que l'auditeur puisse comprendre. Auditeur gamer, c'est à toi que je m'adresse aujourd'hui. Adresse-toi à moi, parce que moi, Stadia, j'ai suivi par la bande, parce qu'il y a un de mes amis qui est intéressé. Là, il y a le lancement qui s'est fait la semaine dernière. Plusieurs volets, ok? Je t'explique c'est c'est quoi. Donc, Stadia, c'est un service de streaming de jeux vidéo. Donc, ça veut dire que tu n'installes pas le jeu vidéo. Tu t'adresses à des serveurs que Google a et tu peux jouer à ton jeu vidéo sur différentes plateformes qui, dans le fond, sont soutenues par les produits Google. Donc c'est du gaming de console, pas de console. Exactement. Oui. De console, entre guillemets, parce que je peux jouer sur ma tablette, après ça, transférer sur mon ordi, non, mais je veux dire, sur mon type de jeu de console, téléphone. mais t'as pas de console. Oui, c'est ça. T'achètes pas la machine, mais tu joues au jeu. Pour l'instant, depuis sa sortie, ça peut se jouer sur Chrome directement, donc sur ton PC. Ça peut se jouer sur un Google Chrome 4K, donc le fameux Ultra qui appelle, là, donc le Chrome. Donc tu connectes ça, c'est un bidule que tu achètes, tu connectes après ta télé et là tu peux jouer directement à partir de ça et ça peut se jouer sur les nouveaux téléphones Pixel de Google. Pour l'instant. Parler de la manette aussi. Bien sûr, j'en parle tantôt. C'est bon. Donc, et ce n'est pas un service de type Netflix. Donc, vous allez payer un 12$ par mois, vous êtes abonné et vous n'avez aucun jeu. C'est ça. À part Destiny qui vous est donné gratuitement avec le service pour essayer le Destiny 2. Ouais, c'est ça. Moi, je me demande, c'est parce que, ok, t'as pas le jeu. T'as aucun jeu. C'est ça, mais quand tu sauvegardes ta partie, je veux dire, ça s'en va sur leur serveur à eux autres. Exactement. Donc, c'est tout du streaming au complet. Tu n'installes jamais rien. Tu te crées un user, dans le fond. Exactement. Okay? Puis sur ton user, tu peux t'acheter des jeux qui vont être dans ta librairie. OK? Ouais. Puis ça save tout est sauvé sur le cloud, là. Mais ça prend de la place en maudit, ça. En tout cas. Ça, c'est le problème à Google et non le tien. Ouais. J'ai une question. Vas-y. Si je veux m'acheter Red Dead Redemption 2, yes, ça me coûte combien à part l'abonnement? Ça va te coûter exactement le même prix que si tu l'achetais partout ailleurs. Donc, que tu achetais un CD ou que tu achetais, donc c'est un $80, là, 90 avec les taxes, pour avoir. Donc, tu achètes une licence, simplement, qui va te permettre de jouer en streaming sur tous les devices qu'on t'a dit tantôt, donc tous les appareils qu'on t'a dit tantôt, complètement, dans le fond, sans restriction, là, simplement. N'importe quel, dans le fond, appareil qui peut runner Google Chrome est capable de runner les jeux Stadia. Supporte la manette aussi. Ben oui. Donc, les manettes. Tu voulais qu'on parle de manettes, simplement. Donc, Stadia, bien sûr, vend une manette avec son interface. Donc, tu peux l'acheter. C'est autour de 80$ canadiens pour la manette. Une manette qui a de très bonnes critiques un peu partout. Donc, qui fait beaucoup penser à une manette de Xbox, là, simplement. Ouais, Xbox 360. Exactement. Elle est beaucoup comparée, je vous dirais, à cette manette-là ou surtout à la manette Pro au niveau de la Switch.
Donc, je vous dirais, là, au niveau feeling, là, quand tu la prends dans tes mains, là, pour l'avoir pris dans mes mains, c'est véritablement le même type de manette. Là. Ça m'a vraiment fait penser à ça. Donc, une manette un petit peu plus grosse, qui est vraiment faite pour les hommes, là, OK? Et qui... manette pour adultes. Pour adultes, exactement. Qui, vraiment une bonne... Vraiment très bien. L'avantage de cette manette-là, si vous l'achetez, et vous n'êtes pas réduit à cette manette-là, mais si vous l'achetez, c'est qu'elle est Wi-Fi et non Bluetooth. Donc, elle ne communique pas avec l'appareil, mais bien directement avec le réseau. Donc, elle se synchronise avec le réseau, ce qui permet, dans le fond, de réduire le délai de traitement au niveau latence et tout ça. Par contre, vous n'êtes pas réduit à cette manette-là si vous ne voulez pas acheter la manette. Ben, simplement, vous pouvez utiliser des manettes Bluetooth, dont la manette de Xbox One ou de PlayStation 4. J'ai entendu dire que pour l'instant, le support de manette, c'est un petit peu on and off, qu'en février, ça serait mieux soutenu, puis que si tu voulais acheter le kit pour starter, je m'en allais là. Ça serait... t'es obligé d'acheter le Chromecast qui va avec la manette, puis c'est un genre de kit qui coûte 150$. Je m'en allais là, OK? C'est que le service Stadia est disponible et on en parle justement depuis la semaine passée, mais c'est un seul service qui est disponible. Donc, c'est le service à 12$ par mois qui est disponible, ce qu'ils ont appelé, eux, le Thunder Edition, donc qui venait avec un fameux Chromecast Ultra, avec la manette et avec 6 mois d'abonnement. Donc là, présentement, si vous voulez jouer à Stadia, c'est ça qu'il faut acheter, il n'y a rien d'autre de disponible. Et ça coûte? Et ça coûte 12$ par mois, et le fameux, c'était 150$ pour la manette, le Chromecast Ultra, et on te donne 6 mois de jeu. Par contre, t'as aucun jeu à part la fameuse voûte avec Destiny 2 dedans, là, on vous le répète. Sauf que vu que tu as payé le fameux 12$ par mois, tu as accès à tous les jeux en 4K si tu achètes un jeu. Donc, tu veux Red Dead Redemption, tu l'as en 4K, full streaming et tout ça, vraiment, bon, avec ton abonnement. Pour 6 mois. Après coup, c'est 12$ par mois pour le reste. Là, on parle de l'année prochaine, donc en 2020, on ne sait pas quand, mais probablement au début de l'année. Moi, je m'attends que ce soit vraiment février ou mars. Là. On va avoir l'abonnement qu'on appelle régulier, OK, de Stadia. Cela va être complètement gratuit. Donc, un abonnement gratuit. Donc, tu as juste à rentrer sur le site de Stadia, t'inscrire, puis c'est gratuit. Donc, et là, par contre, tu ne pourras pas jouer à tes jeux en 4K. Tu vas être capable d'y jouer en 1080. Donc, ce qui va probablement permettre d'avoir ça. Sauf que tu n'as aucun jeu. Tu vas avoir 0 jeu, OK? Il va falloir quand même que tu achètes un jeu sur la plateforme Stadia pour y jouer. Plus que tu me parles de ça, plus que ça me gosse. Plus qu'il me parle de ça, puis plus ça confirme ce que je disais, qui est mon frein. C'est sorti, mais c'est pas pour tout le monde. Ils ont vendu ça un peu parce que Netflix, tu t'abonnes, c'est pour tout le monde, c'est facile d'utilisation, tandis que je trouve que Stadia, ça a l'air compliqué. Ils vendent ça comme de quoi qui a l'air pas cher, mais en fin de run, ça coûte de l'argent. Ce qu'ils essaient d'aller chercher, c'est du monde qui gamait pas. Qui avait pas de console et pas de PC pour gamer. Ouais, parce que le monde qui ont pas de machine. Exact. C'est ça que je viens de dire. Qui n'ont pas de console ou de PC pour gamer. Ouais. C'est exactement ce que je viens de dire. Donc, qui n'ont pas de machine pour runner les jeux. Fait que là, tu vas chercher un public qui n'est pas déjà... C'est ça. Parce que si t'as déjà un PC, t'as pas besoin de Stadia. Si t'as déjà une console, t'as pas besoin de Stadia. Stéphane, exprime-toi. Tu peux être un gamer et avoir juste un PS2 puis un Super Nintendo. Exact. Bon, fait que, mais tu non, mais là, dans le fond, il faut s'adresser vraiment à des gamers qui veulent les nouveaux jeux vidéo. Donc, là, vraiment, tu veux un nouveau jeu vidéo, tu veux les récents. Là. Donc, on parle de Red Dead, on parle de vraiment des nouveaux jeux, mais même de jeux qui sont même pas encore sortis, là, qui vont éventuellement devenir là-dessus. Donc, ça va devenir la norme d'être disponible sur Stadia. Donc, imagine en 2020, là, dans la deuxième phase vraiment de ce projet-là, t'arrives, tu paies 0$ et c'est comme si tu avais la nouvelle console X là, de jeu. Donc, tu veux jouer à Red Dead Redemption en 1080 chez vous, pas de problème, tu t'en vas sur le site de Stadia, tu t'inscris, c'est gratuit, boum, t'achètes le jeu 80$ et là, tu le joues directement en streaming sur ta télé avec avec Chrome, exemple, d'installer dessus ou sur ton ordinateur. Donc ça peut devenir super intéressant. Peut-être la personne qui voyage aussi. Exactement. Le job qui est dans des hôtels, qui se promène. Il ne peut-être pas traîner sa console avec lui tout le temps. Puis là, il y a le jeu serait à 60$, je trouverais ça alléchant. Mais tu me le vends le même prix que la box dans le magasin. Je trouve ça ridicule. Mais c'est pas tant ridicule, c'est que tu vas être en mesure de ne pas... Exactement, c'est une version digitale régulière. C'est supposé coûter moins cher, il n'y a pas de package, il n'y a pas de manutention. Mais ça a toujours été là, sur PlayStation, c'est ce que tu paies encore, sur Xbox, c'est ce que tu paies encore, sauf que sur Xbox et sur PlayStation,
t'installes le jeu sur ta console et ça te prend une console. Donc, C'est tu as ça. le coût initial de 400-500$ que tu as à payer. C'est le seul d'accord avantage. avec toi. Là, Stadia va te donner cet avantage-là. Le désavantage de Stadia, marqué, c'est justement le bandwidth, donc la fameuse latence que tu vas aller chercher. Donc, premièrement, ça te prend une connexion Internet, mais on appelle de la mort. Donc, si tu veux jouer De la mouette. si tu veux jouer en 4K, là, ok, ça te prend minimum du 30 mégabits au niveau de ton Internet. Si tu joues en 1080, eux te demandent d'avoir, je vous dirais, un 10 mégabits minimum. Et là, avec un 10 mégabits, ça fonctionne pas. Donc, allez vous chercher vraiment une connexion là, beaucoup plus rapide que 10 mégabits pour jouer avec la connexion gratuite. Et donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, on parle de latence. Donc, des fois, vu qu'on joue en streaming direct, là, je vous rappelle qu'on download absolument rien. Ouais, c'est ça. Tout C'est le est en serveur de streaming. Google qui génère Donc, il faut que ta manette parle au jeu en temps réel. Et là, si toi, tu décides de tourner gauche-droite, là, tu sais, de faire n'importe quel mouvement hétéroclite dans ton jeu, il faut que ça suive là, directement à l'écran. Faut pas qu'il y ait trop de délai entre ton input puis ce que tu vois à l'écran puis qu'ils s'y reviennent. Et des fois, dans le fond, ceux qui l'ont essayé longtemps me disent que, bon, justement, c'est la grosse problématique, donc le problème de latence. T'as pas l'impression... disons que tu pourrais pas jouer de façon vraiment compétitive à un shooter ou à un jeu de combat. Là. Par contre, si tu joues à des jeux du genre, justement, Red Dead Redemption ou dans un environnement fermé, t'es pas nécessairement en ligne, tu t'en vas pour une histoire et autres, ça va très bien. Un mais bon aussitôt que comparatif, t'es en c'est ligne... le SharePlay de PlayStation est un peu le même principe. C'est que la personne qui joue principal, qui envoie l'image, a pas de délai. La personne qui reçoit l'image, pour le faire par expérience, t'as un délai. Il est pas énorme. Tu t'en rends pas compte pour la plupart des jeux. Mais nous, on a essayé de jouer un jeu de Ça dépend baseball. de la connexion, puis ça dépend du jeu. Non. Pour la connexion va juste affecter la résolution de l'image. Dans le fond, quand ta connexion vient plus lente, là, ça va se mettre à pixeliser toute J'ai vu des choses choppy pas mal. Hein. Oui, c'est que tu peux choisir deux options quand tu fais du SharePlay. Tu peux y aller avec qualité de l'image en priorité ou framerate en priorité. Okay. Fait que nous, on mettait le frame en priorité. Ça. Comme ça, il va plus gruger sur l'image pour qu'on garde le plus de réponses rapides possible. Mais on n'était pas capable de jouer à un jeu de baseball. La fraction de seconde de latence à un jeu de baseball fait en sorte que tu es incapable de timer un swing comme ça. Vous voyez, c'est un bon exemple. Si tu joues à un jeu compétitif en ligne, mettons exemple de combat, la fraction de seconde est tellement importante. Mais même à Red Dead 2, je veux dire, écoute, tu veux descendre un ennemi, des fois c'est la petite seconde qui va te manquer pour des first-person shooters faire descendre aussi. Des RPG, il n'y a pas de problème, mais donc pour résumer, des si FPS, vous voulez vraiment jouer à Stadia de façon gratuite, vous pouvez pas le faire tout de suite. Donc attendez, puis si vous êtes habitué de jouer à des jeux en 1080 non en 4K, là, puis si vous n'êtes pas nécessairement équipé avec le 4K, attendez l'année prochaine pour embarquer là-dedans. Créez-vous un compte, ça coûte gratuit là, OK? Après coup, peut-être de jouer avec quelques jeux, vous achetez peut-être un ou deux jeux là-dessus qui vont coûter peut-être entre $40, dépendamment du fait que le jeu soit très très vieux, ou $80. C'est pas grave, lancez-vous, ça me dérange pas. Mais n'achetez pas de jeux compétitifs en ligne, n'achetez pas de jeux de combat, restez dans des jeux d'histoire qui vont très bien jouer et assurez-vous d'avoir une connexion Internet décente et surtout, de ne pas vous embarquer dans des frais, donc d'avoir une connexion Internet complètement illimitée. Et là, tantôt, tu parlais pour quelqu'un qui s'amuse à l'hôtel et tout ça, oubliez ça. L'hôtel, la connexion les connexions tellement mauvaises. À parler au téléphone. Stéphane, le fait d'attendre aussi, j'ai l'impression que ça va être mieux aussi pour ceux qui sont inquiets, parce que là, pour l'instant, avec le lancement, la librairie de jeux n'était pas celle qui avait annoncé... il avait pas annoncé rien, c'est juste qu'il y avait il était vers une quantité plus que ce qu'on a là. C'est ça. Exactement. Donc, premièrement, la quantité, puis deuxièmement, probablement la qualité du service aussi. Qui va de être toute façon, c'est la même chose pour toutes les consoles depuis que le monde est monde. Achète pas la première version. Attends la deuxième génération à tout le moins, parce que tous les petits bugs, les petits problèmes vont avoir été réglés, puis tu vas avoir une version beaucoup supérieure et souvent moins chère que sur la première itération. Mais, je vous le dis, Stadia, le potentiel de venir briser une forme de tu sais, dans le fond, d'éliminer complètement la console du marché, ce qui risque d'être quand même quelque chose de bien. Si ça lève, sinon, ça va juste avoir été une anecdote de passage. Si ça lève, ça va prendre une dizaine d'années. Ça va prendre longtemps avant. Oui, non, c'est sûr. Mais imaginez, on vite. peut vivre présentement une révolution dans le monde du jeu vidéo, et c'est ce que je m'attends. Peut-être. La mort
des consoles, ça se pourrait que Stadia soit la mère, là, ou le père, en tout cas, peu importe, les parents, là, Peut-être même que cette... Stadia va mourir dans un coin oublié, puis que ça va être son successeur qui va être qui va avoir du succès. Mais je vais me rappeler de Stadia comme étant le début de tout ça. C'est de même dans la technologie. Je trouverais ça triste. Je trouverais ça excessivement triste. Parce que les consoles font en sorte que le jeu t'appartient encore. C'est encore à toi. Si on prend tout le médium du gaming, on dit, t'as plus ça dans les mains, c'est pas à toi, c'est on veut pas devenir paranoïaque, mais imaginez que tu achètes 10 jeux sur Stadia, donc t'as investi 800$, là, mettons, ok, 800-900$ sur Stadia, puis finalement, en bout de piste, il ferme ça dans 3 ans. Oui. Ben là, t'as perdu tous tes jeux, mais c'est la même chose avec PlayStation, avec Xbox, avec PlayStation, avec Steam. Présentement, moi, Steam, t'as des ventes, fait que tu peux les avoir moins cher. Fait que ça fait moins mal au cœur de part d'une bibliothèque de jeux que t'as payé 5$. Et Steam Save. Versus un jeu que j'ai payé 80$ puis que j'ai physiquement chez nous, moi, j'ai 394 jeux présentement là à jour sur Xbox. Et là, je vous parle pas de tout ce que j'ai sur PlayStation, mais je l'ai regardé ce matin. J'ai 394 jeux digitaux sur Xbox. Si demain, Microsoft décide de fermer tout ce qui est Xbox là, en termes de service, je perds complètement au niveau digital tous ces jeux-là. Est-ce que je les ai tous payés? Heureusement non. Là, j'en ai reçu des gratuits là, des développeurs, mais reste que pareil. S'ils ferment ça, je suis fini. Là, j'ai perdu combien de milliers de dollars ça peut représenter? C'est beaucoup d'argent. Là. Donc Stadia, c'est le même bet que tu fais. C'est Google. Est-ce que vous leur faites confiance ou pas? C'est la question qu'il faut se poser. Donc, demeurez intelligent là-dedans. Renseignez-vous. Mais dites-vous une chose. Ce n'est pas un Netflix du jeu vidéo. Tout à fait. Hey, on a skippé un peu notre temps régulier pour la toune, la troisième toune de la semaine. Puis c'est une toune de jeu vidéo, puis c'est un jeu récent. Parce que, Mikey, je sais bien. La chanson de la semaine 3! Non, c'est ça. OK. Je vais parler d'un jeu récent. Je vais mettre ma toune, puis ta toune va être à la suite de ta chronique. C'est bon. On va faire un beau petit setup avec ça. Donc, on a parlé dans les dernières semaines de Death Stranding. Jeu qui est très... disons qu'il y a une opinion polarisée parmi les gamers. C'est t'aimes ou t'aimes pas. Et il n'y a pas beaucoup de milieux. Okay? Soit qu'on adore, soit qu'on déteste. Conan semble beaucoup apprécier l'expérience. Stéphane semble avoir une opinion très différente. Alors, honnêtement, pour le vrai, je vais te faire mentir un peu. Je n'ai pas d'opinion, simplement. Donc, je veux mettre la main dessus et j'attends de mettre la main dessus. J'attends de mettre la main dessus. Parce que moi, je vais probablement jouer au fight. C'est ce que je vais faire aussi, probablement. Moi aussi, puis je sais que je vais triper. Et ce qu'on me dit, entre autres, parmi les praises que le jeu a reçus, si vous me permettez l'anglicisme, c'est la trame sonore. Beaucoup de chansons qui ont été composées pour le jeu, différents artistes, nouvelle génération qui sont à l'intérieur de cette trame sonore-là, mais aussi une trame sonore originale, dans le fond ambiante, qui est vraiment solide. Je parle ici maintenant de... Mais on sait que j'ai mis mon... C'est que j'ai mis mon tabarnouche. Tu l'as mangé, Eric. Scaler ma feuille. Qu'est-ce que tu cherches? Scaler ma feuille. Bronze-la. Excusez, c'est une tuile. Ouais, donc... Pull up the paper dans ce cas-ci, Joel Krelitz, qui est un des deux compositeurs qui a fait participer à la trame sonore, ont écouté une pièce un peu plus énergique, parce que je sais qu'il y a beaucoup de pièces mélancoliques sur la trame sonore de Death Stranding. J'en ai pris une avec un petit peu plus de oomph. On parle de Cargo High, donc de la trame sonore de Death Stranding. On écoute ça au Geek Contre-Attaque. On écoute ça, là. Tout de suite, là. Ben là, prête là, Mike. J'en parle depuis 5 minutes, pis t'es pas prêt? C'est la première fois que je fais ça, là. Tabarouette, Mikey, t'es sérieux, là? Après 8 ans. Pédard!
parce que j'ai pas trouvé ça Oui, drôle. j'ai Sur compris. ce, hey! Nous sommes de retour, donc... T'es-tu en train de me dire que je suis pas drôle, toi, là? Parfois. Hors d'onde. Parfois. Donc, on vient d'entendre Particulièrement Carl... aujourd'hui. il est poli. On vient d'entendre Cargo High de Death Stranding, donc... Hey, Alors qu'on est en pause. déjà? Ben oui. Ah ouais. Bon, ben, On va juste jaser c'était après. le deuxième segment jeux vidéo de la semaine. Mais en revenant de la pause, par contre, je vais quand même faire un petit setup pour en revenir de la pause. Oui, ben oui. On va parler d'une petite nouvelle qui est sortie de nos amis de Valve. Yeah. Quelque chose que personne n'attendait. Et je vais aussi parler du challenge de cette année, le Retro Gaming Challenge, parce que Ça tire vers la fin. Hein? puis t'as repris le flambeau que j'ai laissé sur le sol en janvier avec un challenge de ton cru. Yes. Puis je veux jaser dans le fond de tes... Dans le fond, du dernier sprint, puis de tes impressions de l'année jusqu'à maintenant. Yes. Fait que, restez avec nous autres, on vous revient tout de suite après la pause. Alors attention, ici c'est François Pérusse. Et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici les Geeks contre-attaque! Chronique jeux vidéo! Non, pas de temps à Donc, parler. chronique jeux vidéo. Là, ce qu'on va faire, c'est que là, on a parlé de Stadia, bien sûr. On va parler d'une petite nouvelle qui est tombée cette semaine. Out of nowhere. Petite de nouvelle. complètement nulle part. Chose de même. Valve, Petite compagnie qu'on connaît pas. au lieu d'annoncer un prochain On est projet, a juste dit « Oh, on travaille sur de quoi, v'là le trailer. Pow! » Ça s'est fait en 2 étapes. Une Ouais. première révélation sur les réseaux sociaux. Là, on nous dit attendez un petit peu, cette semaine, ça s'en vient, grosse nouvelle concernant Half-Life. Ça en prenait monde pas sont plus virés pour fous. que Internet a flambé au complet. D'ailleurs, on l'a reconstruit présentement. Et là, quelques jours plus tard, l'annonce justement d'un jeu VR qui va s'appeler Half-Life Alyx, qui va sortir en mars 2020. Petite vidéo qui est sortie d'à peu près un petit peu moins de 2 minutes. Ça a l'air de la bombe, les amis. Graphiquement, c'est encore une fois à la fine pointe. Ils ont toujours été sur... Que ce soit Half-Life 2, Half-Life 1, Portal... Ils sortaient, puis t'étais comme, waouh, ça c'est ce que le gaming va avoir là dans 2 ans. Exactement. Puis on l'a là. Donc, Puis là, au niveau de l'histoire, il paraît que c'est situé entre le 1 et le 2. c'est ça? pas, il paraît, ça a été confirmé. C'est ça, Justement, c'est un donc, prequel de ce yes. qui s'est passé avec Alex avant qu'elle rencontre Gordon Freeman. Tout à fait, tout à fait. Donc, la fluidité du gameplay en VR m'a l'air débile mental. La façon d'utiliser les mains, parce que le VR, pour l'avoir chez nous, le PSVR, c'est hot. Mais pour ce qui est de l'interface de contrôle avec tes mains, quand tu sors d'une interface où que c'est simplement appuyer sur un bouton ou localiser les mains, c'est toujours un petit peu comme... Il y a certains jeux qui l'ont, certains jeux qui l'ont moins. Lui, a de l'air vraiment se servir de ta main comme... Si tu changes la forme de ta main, ça va changer de l'outil que tu vas utiliser. Tu peux tasser des choses, prendre des objets, t'en servir pour repousser. Un peu comme l'espèce de Gravity Gun dans le 2 qui servait d'outil. Là, c'est tes mains qui est le Gravity Gun en J'ai l'impression qu'ils vont faire de quoi d'assez révolutionnaire comme ça, mais ça a l'air capoté. Ça va te donner l'impression de contrôler la force. Ça va être fou, man. Allez voir cette vidéo-là, honnêtement, ça vaut véritablement la peine. Vraiment, vraiment. Donc, ça va être jouable, bien sûr, via Steam. Via Steam, parce que c'est PC, ouais. là. C'est pas, ça sera pas sur PSVR, puis ça va vous prendre soit un HTC Vive ou. Mais dans le fond, tout ce qui est VR, qui peut se connecter à un PC, ça va fonctionner. Et ils disent qu'ils vont le donner avec un nouvel outil de Valve. Là, je m'excuse, là, je cherche en même temps que je vous parle, puis je le trouve pas. Peu importe. Donc, ça va jouer sur PC. Donc, ma déception, moi, c'est que sur PC, c'est VR, malheureusement. Ouais, avec c'est VR seulement. Malheureusement. Par contre, attendez-vous, et là, je vais faire une prédiction ici. Ouais, ben, je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Ouais, c'est ça. Donc, j'y vais avec une prédiction. Attendez-vous d'avoir l'annonce dans les 2 prochaines années d'un Half-Life 3, avec les nouvelles générations de consoles, avec aussi le Valve qui est en train de perdre un peu du terrain, là, justement, au niveau de, avec, genre, justement, sa boutique Steam au détriment, là, au profit, on pourrait dire, de Epic Store. Oui. Donc, ils vont aller rechercher quelque chose. Ça prend de l'argent à quelque part. C'est sûr. Et là, ils sont assis sur une mine d'or depuis longtemps. Donc, attendez-vous à l'annonce de Half-Life 3. Et là, je sors ça complètement de nowhere. Là. Je suis pas un insider, loin de là. Attendez-vous à ça. L'annonce de ça là, dans les prochains mois. Ça me surprendrait même pas avant le 3 prochainement. Ça fait juste du bien de voir Valve redevenir un développeur de jeux vidéo. Juste ça, c'est rassurant.
Ah oui, ce serait ça, c'est garde. Ça faisait Et tellement c'est longtemps. là-dedans qu'il excelle. Donc Ah pourquoi ouais, ne c'est pas continuer? Donc, selon mes informations, ça va sortir en mars 2020. Ouais. Et la durée du jeu est quand même très longue. Pour un jeu de L'équivalent de Half-Life 2, donc entre 13 et 15 heures. À ce point, ok, aïe, aïe, ok. Ouais. Donc, Ouais, ce c'est n'est ça, pas pareil. qu'un démo technique, là, comme on pourrait le penser. là. Ben, c'est peut-être un démo technique élaboré, hein. Portal était un démo technique. suivre. T'as-tu vu comment c'était devenu gros? À suivre. C'est vrai, C'est un hein? des meilleurs jeux, d'ailleurs. de- Counter-Strike, t'as un mode de Half-Life 2, de Half-Life 1. Team Fortress, t'as un mode de Half-Life 2. Tu sais, il y a beaucoup de démos techniques comme ça qui sont devenues des franchises complètement indépendantes. Non, c'est des À machines. quel point Valve a eu de l'influence sur le gaming moderne, le monde réalise pas. Là. Il faut vraiment reculer un peu dans le temps pour le réaliser, puis voir un peu l'évolution du jeu vidéo, mais cette compagnie-là ne peut pas... Si vous parlez de jeux vidéo dans les 20 dernières années, vous pouvez pas passer à côté. Pas ignorer de Valve, ça, c'était exactement. tellement huge. Donc, OK. Maintenant, on va passer à une autre facette de jeux vidéo avant d'aller à la dernière chronique de l'émission. Ça va être la facette rétro. Yes! C'est vrai. C'est vrai. On a une chose rétro. Ok. On va mettre la chose rétro. Ben oui, on a un thème rétro, fait que pourquoi pas? Colin, Ouais. hein? Surf sur nos pitons. Chronique rétro! Donc, Je veux commencer la chronique tout de suite Oui. en surfant un peu ce que tu as dit au début d'émission, que Oui. cette semaine, on a eu beaucoup d'interactions sur Facebook avec Oui. nos fans. Oui. Je salue en passant Frédéric Blanchette qui m'a un petit peu lancé sur une piste que je m'attendais pas pour le défi rétro gaming de cette semaine. Il me posait une question qu'un ami... Il cherchait un jeu qu'un ami qui avait joué avec lui sur Sega, le jeu qui ressemble à Mario, un personnage qui semblait avoir des bobettes ou un habit de Gilligan, et il me demandait si je savais de quoi qu'on parlait. J'ai dit, ben là... Même pas besoin de rechercher. Pas besoin de faire de recherche, je le sais, c'est Adventure Island au NES. Un jeu que j'adore et qui est un classique du rétro gaming. Je voulais te poser la question, j'ai vu Oui. ces échanges-là. Est-ce qu'il y avait vraiment des bobettes? Ouais, c'est des bobettes en feuilles. Merci. Oui, oui. Merci. Ben, en fait, Je connais pas ce jeu-là. dans ma belle famille, j'ai dit que on appelait ça Mario Bobette, mais finalement, c'est Mario Beden. Mais l'un est aussi bon que l'autre, si on veut. Eh oui. Donc, cependant, ça m'a donné un peu la puce à l'oreille, à savoir, je savais pas qu'il y avait Adventure Island au Genesis ou Hudson's au Sega. Adventure Island, by the way, parce qu'ils Yes. ont fait une série de jeux comme ça, avec Tout à Master fait. Higgins. Il y en a même au SNES. Donc, sauf qu'au Sega, c'est Wonder Boy au Master System, jeu que je ne connaissais pas. Alors, je me suis lancé dans la comparaison, à quel point que c'est différent. Parce que les rétro gamers aguerris savent très bien que Mario 2 est basé sur un autre jeu qui s'appelle le Mario 2 américain. Je parle bien sûr parce que le vrai Mario 2 japonais, c'est les Lost Levels qu'on connaît ici. Oui, oui, oui. Le Mario 2 américain est basé sur le jeu Doki Doki Panic. Ouais. Donc, les concepteurs japonais trouvaient le jeu trop difficile pour les pauvres Américains. Donc, ils ont re-rappé le jeu Doki Doki Panic sous un jeu de Mario et ça a donné le classique qu'on connaît présentement. Donc, je me demandais est-ce que c'est un peu la même chose avec Adventure Island. Turns out que le jeu de Master System est le jeu original et que Adventure Island a commencé sa port, vie. dans le fond. Il a commencé sa vie comme un port, mais il a pris un peu son envol. Son propre air d'aller, là. Tout à fait, à Ok. cause de Hudson Soft, qui a vu quelque chose d'autre avec ça. OK. Donc, cette semaine, j'ai fait la review de Adventure Island, qui est un jeu, comme j'ai dit, très connu de la Oui. plupart des gamers. C'est comme Mario Bros, en plus simple, si on veut. Ouais, c'est que tu tires des Avec du skate. avec du skate, entre autres, mais que tu tires des marteaux dans Mais les tu airs. trouves les skates dans des œufs. C'est spécial, hein? Ouais, c'est weird. Pourquoi? Mais c'était logique à l'époque. Mais bon, tout était logique à l'époque. En bref, ce jeu-là, je l'adore encore. C'est un jeu qui est super bien vieilli. Je te dirais que la difficulté, je l'ai trouvé moindre qu'à l'époque. Sauf que vers la fin, la courbe est intéressante. La courbe de difficulté est de plus en plus élevée. Donc, vers la fin, j'ai pas réussi. J'ai jamais réussi à terminer. Non, parce que le 8-3, à la fin, il y a un pit avec des plateformes qui tombent. Trop tough. Et faut que tu calcules ton saut
théoriquement, ça va bien jusqu'à la troisième plateforme où il y a une maudite chauve-souris qui t'arrive d'en face. Ah oui. Et là, tu meurs et tu recommences. Et c'est etc., jusqu'à temps que je me dise, bon, ça me tente plus. Tantôt, tu parlais de tes expressions de famille. C'est ça, nous Oui. on appelle ça un brise-manette ou un cross-ordi. C'est comme ça qu'on appelle ça. Classique. Claire, rapidement, ceux qui veulent voir, dans le fond, ton opinion sur Adventure Island, allez lire sa chronique, dans le fond, sur Facebook. Oui. Elle est vraiment malade. Puis, les chroniques sont très longues. Là, tu prends le temps vraiment de rentrer dans le sujet. Un peu comme tu faisais avec les films l'année passée. Non, je faisais ça bien plus C'était court. beaucoup plus bref. Beaucoup plus bref. Tu vas beaucoup oui. plus Parle en trop. profondeur. Non, Non, c'est en correct. profondeur. Parce que C'est ce que je veux correct. qu'on prenne le temps maintenant, là, c'est pas de parler de ce que tu as fait cette semaine. Je voudrais parler plus en général du Retro Challenge. Mais Mais j'ai juste de quoi rajouter sur Oui. Adventure Island. J'ai joué beaucoup à Adventure Island en général Oui. ces temps-ci. Donc, la semaine prochaine, on va parler de Wonder Boy au Master System, voir les vraies différences. Yes. Et ça se pourrait que j'étende un peu parce que j'ai dépassé un peu au SNES, puis j'ai dépassé un peu avec Adventure Island 2, peut-être le 3, le 4, je sais pas. Je trippe. Là, je suis dans un mode Adventure Island. Le 3, tu peux aider des animaux, c'est cool. Dans le 2. Dans le 2? Dans le 2. Là, on est présentement dans la 47e, 48e semaine. On est dans la 45e. C'est ma critique numéro 44. J'avoue 44. avoir eu de la difficulté même à une par semaine. Je sais pas comme tu faisais tous les jours. J'ai Je en sais fait pas non plus. une C'est par arrivé. semaine, puis je trouve ça... Mais moi, c'est parce faut que je trouve le temps de jouer au jeu quand même. Oh oui, J'essaye de répartir ça. Bon, j'ai skippé quelques semaines. Les premières semaines, c'était pas vraiment des critiques non plus de jeu, c'était les critiques de la console. Oui. Donc, on en arrive à la 45e la semaine prochaine. Je trouve que t'écris super bien, honnêtement. Oui. Franchement, là, Oui. j'adore te lire. là. Tu sais, c'est comme un événement toutes les semaines. Je suis comme, oh yeah! Puis j'y allais. Franchement, j'invite tout le monde à y aller là, sur la page des geeks. Là. C'est vraiment, vraiment bien. Donc, puis, ce que je veux savoir ton impression, parce que tu sais, moi, je l'ai fait à tous les jours, oui, l'année passée. Ouais. C'était plus la discipline d'écrire, moi, qui était le côté complexe, parce que j'étais rendu très sévère avec moi-même dans la deuxième partie du film. Écouter le film, c'est passif. Tu t'assis, t'écoutes le film, right? Des fois, même, c'était de rester réveillé parce qu'il y a des films qui étaient plates, c'est un méchant temps. Ouais, j'avoue que c'est tough. Mais d'avoir à surtout, les écrire puis types de films pas qu'on te écoute. répéter, puis là, c'est ça qui était plus le défi pour moi, puis qui a été vraiment motivant. De ton côté, dans le fond, là, t'as-tu eu plusieurs phases pendant ce défi-là où ce que tu disais, j'arrête-tu, je change-tu la Ah oui. gimmick, je fais-tu quelque chose, tu sais? Ah oui. Là, regarde, j'ai fait plusieurs éditions spéciales pour casser la routine. Là, Oui. Parce que justement, pour rendre ça plus intéressant aussi, parce que après une longue lignée de flops, là, je pensais, C'est rough. je C'est pensais tomber sur des flops le fun, comme un Ouais. peu comme un nanar de Ouais. film, mais En version jeu jeu vidéo. J'en ai trouvé très peu. Ouais. C'est soit très mauvais ou excellent. Puis ce qui est mauvais, c'est pas il y a C'est pas de pas le fun fun. à trouver dans quelque chose qui est mauvais parce Torture. que vu que c'est interactif puis que c'est pas ça répond pas comme tu voudrais, t'es constamment mal à l'aise dans ce concept-là, t'es pas capable de dire je vais quand même trouver du fun, mais si le contrôle est pas bon puis les graphiques sont dégueux, c'est comme tu veux pas rester là 5 minutes de plus. Ben tu sais. écoute, AVGN le fait très bien, l'Angry Ouais. Video Game Nerd, Ouais, t'es pas il y a obligé la d'aller dans patience, son... il y a la patience de passer Ouais. au travers de ces jeux-là, moi non. Ton pire, celui que celui... on va réserver ça pour son gala de fin Ah d'année. oui, oui, oui. Tu sais, oui. parce que tu vas probablement nous faire Ben un oui, genre de c'est pas petit fini, palmarès, ça. ça. Je peux te Best, donner les meilleur, meilleurs que j'ai trouvés récemment. Récemment? J'ai joué à Pocket Bomberman sur Game Oui, Boy. oui, oui, C'est oui. pareil comme Bomberman classique, mais au lieu d'être par en haut, c'est de côté. C'est un peu classique comme Mario. Aussi, j'avais fait le jeu de McKids de McDonald's, qui était correct, qui était pas mauvais, mais c'était pas le meilleur. Il fait que ça m'a redonné l'idée de jouer à Cool Spot, que j'avais déjà loué dans le temps, qui est Et que une t'as pub vraiment pour 7-Up. apprécié. Ta critique était super bonne de Cool Spot. Je vous invite à jouer à Cool Spot. C'est un très bon jeu. Et si vous allez voir, genre IGN, GameSpot, ou les autres qui font beaucoup de reviews là, professionnels, Ouais. il y a des fois des rétro-reviews. Ouais. Mais t'as aussi et ceux ils ont- de Gaming Electronic Monthly aussi, de EGM dans le temps. Je là, peux qui pas te avait garantir encore- que toutes les reviews de Cool Spot Ben non, sont c'est ça. bonnes, mais en général, même je pense que si tu vas sur Metacritic, c'est excellent. Un autre que j'ai trouvé excellent, c'est Mario vs Donkey Kong, qui était basé sur un jeu de Game Boy, qui était le jeu Donkey Kong, mais pour Game Boy. Et au lieu de faire juste le jeu d'arcade classique, ils ont rajouté des levels après qui étaient plus des puzzlers.
Et c'était plus Mario qu'il fallait qu'il trouve une clé pour passer au niveau suivant en évitant Donkey Kong. Et ça a donné au Game Boy Color, au Game Boy Advance, Mario vs Donkey Kong, qui est la suite logique de cette petite gemme-là, là, carrément. Puis c'est un très bon jeu de Mario / puzzle. OK. Je le recommande plus que fortement. Yes. Hey man, honnêtement, tu t'es promené tu t'es promené quand même dans beaucoup de consoles, beaucoup d'années, beaucoup de styles. Surtout du Nintendo, parce que je pars avec la petite console 9X que j'ai acheté en début d'année, l'année passée. Ça a commencé en janvier 2019. Qui pèse moins 5 grammes, là. Oui, quand c'est t'as ça. l'impression que t'as pas de qualité dans les mains quand à part au vent, si tu souffles. Donc, j'ai arrêté de jouer aux jeux d'arcade parce que c'était répétitif. C'était juste des jeux de combat ou des jeux d'avion, là, Oh, je sais que c'est des shoot 'em up, là. Yes. Puis j'ai arrêté aussi de jouer au hack, que j'aimais beaucoup jouer au hack au début. Mais quand t'es rendu à ton 26e hack de Super Mario World, t'as fait le tour. Non, c'est ça. T'as fait le tour. Tu peux explorer une coupe. Là, tu veux plus aller dans des genres différents de jeux, dans le fond. Puis même là, je pense à aller, parce que là, j'ai recommencé à jouer, ma console commence à fucker tranquillement. Non, pour vrai? Oui. Elle aura pas toffé l'année. J'aurais jamais pu prédire ça. L'année, elle encore, mais des fois, elle fige. Donc, je commence à jouer. Faut que je la redémarre. Puis là, je peux jouer encore 15-20 minutes. Puis là, elle refige. Y a-tu des save states là-dessus, non? Oui. Oui? Ben oui. Ben, quand même bien. Je pensais pas qu'il y avait d'autres fonctions à part le on and off. Non, elle est quand même complète. Ce serait une bonne console, ce serait une console qui est bien construite, mais tu sais, c'est pour des ROM, là. Ça coûte 100$, là. C'est pas de la grosse construction, là. Nope. Sauf que j'ai commencé à ressortir mon émulateur. J'ai un excellent émulateur sur Mac. Je me souviens plus. Non, c'est pas grave, tu t'en rappelles pas. On n'est pas supposé en parler. Mais, ce sont tous des vrais jeux. Ouais. Non, mais regarde, la console, c'est tous des émulateurs de toute façon. Voilà, en partant, je l'avoue que c'est de l'émulation. Sauf que la manette que je prends, c'est la manette de Wii U Pro. Excellent. Oui. Mais là, j'ai plus accès à d'autres consoles. Donc là, je vais peut-être un peu varier la sauce, là. Fait que je vais voir avec le temps. Fait que là, avec les prochaines semaines qui s'en viennent, dans le fond, là, c'était 44, ça veut dire que t'en restes 8. Donc 8. Ça? Il reste 6. Regarde, je vais arrêter en janvier. En janvier 2020. Je dirais que dans le coin de... Tu sais, dans le 1er février, c'est sûr que j'en fais plus. Je vais arrêter. Peut-être que je vais en refaire sporadiquement parce que je suis dans l'âme un rétro gamer. J'adore écrire ces critiques-là. Je pense que si je rejoue à d'autres jeux, puis à un moment donné, si je file pour faire une petite critique une fois de temps en temps, je vais le faire. Mais ça va devenir plus sporadique, plus... là, c'est quand même semi-régulier. Hein. OK. Eh bien, d'abord, merci d'avoir tenu le défi jusqu'au bout. Parce que c'est le genre d'affaires qu'on a le doute des fois quand on le fait, hein? On stand des fois. On stand des fois. Après, ce qu'on va faire, au lieu de passer en musique, parce qu'on était supposé passer en musique, il ne reste pas beaucoup de temps pour l'imaginarium, fait qu'on va tout de suite switcher à l'imaginarium, tabarouette, parce que... On aime ça. Ben oui, tabarouette, ben oui. Vous qui entrez, abandonnez toute espérance. Vous êtes les bienvenus dans l'imaginarium du Docteur Gontier. Autant qu'on reconnaît pas la voix de Mikey dans certaines intros, autant qu'on reconnaît pas la tienne dans celle-là. Tu trouves? J'ai pourtant la même voix. On dirait que tu l'as trouvé dans un vieux DVD d'Ed Wood. Non, mais c'est malade. Ouais, c'est le fun de faire ça. Mais là, je l'ai fait avec mon téléphone, fait que ça sonne un peu... Faut que ça sonne la canne. C'est un vieux... C'est années 50. Ça sonne la canne, pourquoi? Parce que je marche avec une canne? C'est ça que t'allais dire? Moi, c'est ça que t'allais dire. Non, mais je rajouterais juste du grichage un peu pour rendre ça plus sautant. Ben là, j'ai fait ça avec ce que j'avais chez nous. J'aurais fait ça dans le studio aussi, ça aurait été un peu plus Anyway, Mikey, la question de l'imaginarium, je l'ai trouvée bien intéressante cette semaine. On a eu quelques réponses déjà sur la page Facebook. Ben oui. Puis moi qui ai un PhD en imagination, je me suis dit, tiens, Docteur Gauthier, Docteur Doolittle. Oh! Donc, vas-y, pose la question originalement avec les mots que tu as utilisés sur la page. Il va falloir que je fasse ça. Mais en gros, là, c'est... Vous êtes maintenant capable de communiquer avec tous les animaux. OK? Comment vous vous servez de ce don-là? Moi, je parle avec les écureuils Rick and Morty.
OK, communiquer avec les animaux. J'espère que les insectes sont pas inclus, parce que s'ils sont aussi gossants quand ils jasent que quand ils... J'ai écrit tous les animaux. Fait que, Ok, est-ce que les insectes sont Fait que les maringouins sont du comme... règne animal? Tu dors-tu, là? Tu dors-tu, là? Tu dors-tu, là? Tu dors-tu, là? Non, je dors pas! OK, puis il s'en va. C'est Hey, pas mal ça qu'Éric, dans le fond, tu aurais un complot contre les chats. Là. non, là, je suis sûr que les chats... C'est eux autres qui auraient un complot contre lui. Non, je pense que les chats sont aussi arrogants dans leurs propos que dans leur attitude. Je pense que les chats nous parleraient même pas parce qu'on vaut pas à peine. Miaou, content de toi-en, c'est bon. T'es chez nous ici, qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai pas donné la permission. Je pense qu'ils feraient semblant que ça marche pas sur eux autres. Tu penses, à ce point-là? T'es détestes vraiment. Non, c'est eux autres qui nous haïssent. Okay, ouais, c'est Fait vrai. que, il y a, parlant de chat, il y a Pierre Courtemanche qui aurait une conversation simple avec son chat sur le pourquoi il veut pas son cul dans sa face. Après ça, il allait se faire quelques amis carcajou et visiter Ottawa et Washington. En particulier. Ben, écoute Virginie Brouillette ferait un peu comme Phil. S'en irait vivre dans le bois avec les loups puis les ours, puis elle deviendrait un personnage de légende. Ben moi, c'est moins glorieux un peu. Moi, je parlerais à tous les animaux et au fil de mes discussions, je me désintéresserais tranquillement de la race humaine. Donc, pour vivre avec les amis... Les animaux. Les amis des animaux. Oui. Moi, je suis sûr... Okay. Si parmi la race humaine, il y a du monde très intéressant qui ont des personnalités riches, puis il y en a que c'est des demeurés de puissance de bas étage. Fait d'après vous, quel animal qui est complètement imbécile? Moi, d'après moi, les pigeons, là. OK? C'est parce que tu peux pas... Il y a des pigeons à la sauce, il y a des pigeons cool. Non, c'est vrai que la plupart des pigeons sont imbéciles, raides. Pourquoi les pigeons? Parce que les pigeons, OK, c'est un estomac qui a des ailes. Mais tu parles carrément d'un poulet, là. Tu peux quasiment botter. Ils ont même pas d'instinct de survie assez, parce qu'ils sont trop cons. Ils sont habitués à nous autres. C'est le contact fréquent avec les humains, ça, qui fait ça. Tu déjà été à la chasse à la perdrix? Les corneilles, les corneilles et les corbeaux ont un contact fréquent avec les humains. Et l'utilisent intelligemment. Mais c'est ça. Ils sont pas dans nos jambes pour prendre le risque. Les pigeons sont trop imbéciles pour se rendre compte qu'ils ont un comportement dangereux pour leur propre vie. Je suis sûr qu'ils sont caves. T'as mentionné les corneilles, Eric. Oui. Frédéric Rondeau, un des anciens techs à CKRL. Oui, on le salue, tabarouette. Oui. Il entraîne, lui, une armée de corneilles à dérober et lui rapporter de l'argent puis des cartes Magic. Malade! J'avoue, les cartes Magic, ça vaut la peine. Ben oui. C'est payant. Mais c'est pas pour t'obstiner, mais je pense que la perdrix est pire. Moi, j'ai mis dans le même genre de famille. Ouais, ok, mais c'est dans le même. Effectivement. C'est dans la même perdrix, les pigeons. Ouais, dans la même sorte. Mais il y a certains animaux que tu pourrais pas faire confiance. Ou des animaux qui n'auraient pas de conversation. Tu sais, un lézard, là. Ouais, il jase pas trop, là. Tu sais, le lézard, il te dit un mot. Une demi-heure après, il en dit un autre. Parce que c'est là qu'il a bougé. Ouais. C'est ça. Il y a des animaux qui seraient dole à parler en Moses. Écoute, Eric, c'est une question, complexe. Lequel qui serait plus fun à parler, d'après moi, par rapport à la vie qu'ils ont puis leur mode de vie? Ben, je pense qu'on est plus familier justement avec les chats et les chiens. Fait que tout ça dans partant, on leur parlerait plus. Ouais, mais je veux pas parler avec du monde qui sont habitués avec nous autres puis qui connaissent les mêmes choses. Voyons, tu vas qu'est-ce que vous faites là, les gars? Tu vas jaser avec des dauphins? Ben, les dauphins, les dauphins voient une partie du monde qu'on voit pas. Donc là, c'est malade. À partir de là, c'est intéressant. Puis déjà là, sont full intelligents. Puis on pourrait les entraîner à trouver des trésors pour nous autres. Là, Simon qui avait dit aussi sur le post qu'il voudrait parler avec les pieuvres pour voir si son admiration est réciproque. Il serait déçu, je pense. Ça dépend. On pourrait mettre aussi des lasers sur des requins. Mais j'aimerais beaucoup parler avec mon chien, honnêtement. Lui demander sa perception de ma vie en général, dans le fond. Comment il me voit, pourquoi il pisse en plein milieu de la cuisine une fois sur deux. Pourquoi il pisse, choses j'aurais cette discussion-là avec mon chat, Moi, je m'éloignerais des zoos. C'est clair, là, j'irais jamais de zoos. Ça serait dépressif terriblement. Ah oui, ouais. Bon, on aurait pu jouer ça longtemps. Donc, merci de participer sur la page Facebook. Tout le monde qui a participé d'ailleurs à l'Imaginarium cette semaine. Merci à Julien et à Guillaume pour les 5 pour le projet des 5 mystères extraterrestres plus mystérieux du Québec. Ainsi que leur cyborg en chef, Nick Michaud. Ouais, c'est ça, on les remercie. Encouragez-les d'ailleurs, on a mis un lien sur notre page Facebook. Merci à Phil
Ça fait plaisir. Et qui persévère dans le Retro Gaming Challenge. Toujours. Merci à Stéphane, Yes, les membre gars. de 3 shows geeks à Québec. Yes, et j'essaie d'en être le porte-étendard. Merci, les gars. Yes, merci à Mikey. Ah, merci Eric. Et Entre-Choc suivra à CKRL 89.1 tout de suite après la pause. Yes, merci d'avoir été là. On se repogne la semaine prochaine. Salut les geeks. Cette émission est disponible en balado-diffusion.